L'étincelle, l'idée qui se transforme en passion. La passion qui s'embrase et qui anime. L'avenir qui s'allume. Le destin qui chemine. Le rêve d'un monde bonifié, d'un monde en santé. Le soutenir, en prendre soin, le traiter. Exceller. Pour aujourd'hui, pour demain. L'étincelle, la flamme, l'élan qui déchaîne les passions. La motivation qui fait naître les plus grandes ambitions. Apprendre, Chercher, travailler, persévérer. s'engager sur de nouvelles avenues à la rencontre d'un réseau sans frontières. Partager, redonner, inspirer. Cet univers complexe où tout reste à faire, à découvrir, à réinventer. Former des amitiés qui nous rassurent dans les moments importants. Défier, changer, se défouler. Nous rapprocher pour bâtir une santé durable pour tous. L'étincelle, la flamme qui illumine notre futur en santé. Bonjour à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Patrick Cossette. Je suis le doyen de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette 3e édition des conférences Femmes en sciences de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal qui se tiennent à l'occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. Cette journée a été créée en 2015 par l'UNESCO et ONU Femmes pour briser les stéréotypes et vaincre la discrimination qui écarte les femmes et les filles des domaines de la science et des technologies. Je tiens tout d'abord à remercier toute l'équipe de la vice-doyenne et Kat Critico qui ont consacré beaucoup de temps et d'énergie à l'organisation de ces conférences. C'est la 3e édition cette année, la première en présentiel. Et vous allez voir que ces conférences sont marquées par des témoignages d'éminentes scientifiques qui sont très inspirants et qui vont être suivis par des échanges avec une période de questions avec l'audience. Ce midi, c'est 5 de nos professeurs-chercheurs qui vont raconter comment elles ont ouvert la voie à la recherche en sciences de la santé et ce qui les a inspirées à poursuivre une carrière scientifique malgré les obstacles. Leurs cheminements ont été très hauts en défi. C'est une source d'inspiration pour l'ensemble d'entre nous et pour notre communauté facultaire. Vous allez donc pouvoir entendre tour à tour des femmes d'exception, Mesdames Catherine Duclos, Danielle Levac, Pascal Legault, Francine Ducharme, Catherine Martel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous allez voir que ces femmes influentes, comme tant d'autres à la faculté, font la fierté et la renommée de notre institution. Grâce à elles, le monde entier profite d'innovations révolutionnaires qui permettent de relever de nombreux défis liés à la santé. Leur parcours, leur réalisation et leurs découvertes méritent d'être connus et reconnus. Je crois qu'elles seront d'accord avec moi pour dire qu'il est essentiel d'offrir des modèles diversifiés afin d'inspirer les prochaines générations. Car plus on accroît la représentation des femmes en sciences, plus on incite les jeunes filles à croire que les sciences s'adressent aussi à elles. C'est d'ailleurs pour cette raison que la docteure Lise André-Mercier a mis sur pied une bourse de surspécialisation en cardiologie destinée aux jeunes femmes qui démontrent un intérêt pour une formation complémentaire en cardiologie à l'extérieur du Canada. Cette bourse est destinée exclusivement à des femmes médecins résidentes en cardiologie dans l'une des 4 facultés de médecine du Québec et c'est une première pour notre faculté de médecine. Elle vise à encourager des futurs cardiologues qui démontrent de l'ambition, de la motivation, un excellent parcours académique, à réaliser leur plein potentiel et à participer à la féminisation d'une profession encore largement dominée par des hommes. On m'informe qu'il y a de plus en plus de femmes en médecine. Maintenant, c'est 50% des femmes médecins qui sont spécialistes, donc font partie de la Fédération des médecins spécialistes, mais c'est à peine plus du quart des membres de l'Association des cardiologues du Québec, donc on a encore beaucoup de chemin à faire dans ce sens. Docteur Lise André-Mercier en sait quelque chose. Elle fait partie des pionnières dans le domaine des cardiopathies congénitales de l'adulte. Elle a été formée ici à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, boursière de la prestigieuse clinique Mayo aux États-Unis. Et elle a intégré les rangs de l'Institut de cardiologie de Montréal en 1978 avant de fonder le Centre de cardiopathie congénitale adulte en 1989. Et sous sa direction, pendant 20 ans, le Centre a acquis une réputation internationale de premier plan, tant pour les soins cliniques, de la recherche et de l'enseignement.
Au nom de la Faculté de médecine, donc, j'aimerais remercier chaleureusement la Dr Mercier de sa générosité. Grâce à des donatrices et à des donateurs comme elle, les jeunes femmes bénéficient d'un soutien financier qui, comme vous l'avez vu, à la manière d'une étincelle, fait naître les plus grandes ambitions. J'invite maintenant la Dr Mercier à prendre la parole. Merci, Dr Cossette. Alors, en quelques minutes, pas trop de minutes, je vais vous parler de comment j'ai vécu mon entrée en cardiologie il y a des siècles et quelle est la situation des résidentes en cardiologie actuellement. J'espère que ce court survol va vous convaincre de la pertinence d'avoir une bourse pour les jeunes femmes qui le méritent. Alors, en 1974, il y a presque 49 ans, après avoir obtenu mon doctorat en médecine et terminé 2 années de résidence en médecine interne, j'ai été acceptée en résidence en cardiologie dans le programme de l'Université de Montréal. J'avais fait mon doctorat en médecine ici aussi. Nous étions 15 candidats répartis sur 2 ans. J'étais la seule femme. J'étais déjà assez habituée à faire partie de ce que j'appelais la minorité visible. Les femmes représentaient à mon arrivée en 1968 en médecine 13 % des étudiants, 15 sur 115. Quand j'ai écrit cette phrase-là, je me suis souvenue d'il y a très longtemps quand j'avais fait mes entrevues pour entrer en médecine. Alors, on avait des entrevues à la fin de l'année scolaire. On recevait les lettres pendant l'été. Et moi, j'attendais ma lettre et la lettre n'arrivait pas. Mais finalement, j'ai eu une lettre me demandant de faire une 2e entrevue. Je ne comprenais pas. Je n'ai pas su si d'autres personnes avaient eu la même lettre, mais je suis arrivée, il y avait seulement une personne qui m'a posé 5 questions. Ça a été très, très vite. Avez-vous un ami? Comptez-vous vous marier? Voulez-vous des enfants? Pensez-vous que vous allez être capable de mener à bien ces 2 vocations? Et avez-vous la santé pour le faire? Alors, j'ai répondu à toutes ces questions-là. Et la semaine d'après, je commençais ma médecine. Il y a eu des petits mensonges blancs, là, je ne vous dirai pas auxquelles questions. Hein? Aux grands mots, les grands moyens. Alors, au cours de mes stages en cardiologie, j'avais de plus noté qu'il n'y avait que 2 femmes dans tous les hôpitaux universitaires de l'Université de Montréal. Une de 25 ans et l'autre de 20 ans plus âgée que moi. Une qui avait fait sa médecine et tout son entraînement en Allemagne et qui avait immigré par la suite, et une qui avait fait sa médecine à Québec et sa cardiologie à Paris. Les statistiques ne se sont pas améliorées pour ce qui est du recrutement des femmes en cardiologie au niveau de la résidence. Il a fallu 10 ans, c'est-à-dire en 1984, pour qu'une autre femme débute une résidence en cardiologie. On a donc pris à ce moment-là un beau gros retard, et ce n'est que récemment que, heureusement, les choses ont changé. Dans les toutes dernières années, puis je vous donne les chiffres de 2020 à 2022, le nombre de femmes en résidence a bondi, représentant 58, 62 et 68 % des postes de résidence. Les choses ont changé, mais pas assez vite pour nous, de toute évidence, avec un retard par rapport à d'autres spécialités. Le docteur vous a dit qu'il y a maintenant 48 % de femmes à la Fédération des médecins spécialistes. Cependant, en cardiologie, ce pourcentage est de 26 %. Et c'est le pourcentage le plus bas de toutes les spécialités médicales, même s'il y a des spécialités médicales où elles dépassent la moyenne, comme en hémato-oncologie à 51 %, en néphrologie à 45 % et à 55 % en gériatrie à 68 %. Même, ce qui est étonnant, c'est que même les spécialités traditionnellement masculines, comme la chirurgie générale, la chirurgie vasculaire, la chirurgie plastique, ont des taux de spécialistes femmes plus élevés, variant entre 35 et 40 %.
Alors, des bons résultats actuellement, mais un grand retard à rattraper. Et on ne peut pas rien y faire, à moins de façon bien maligne, jouer sur le niveau les statistiques d'attrition des vieux cardiologues. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on s'assure que les jeunes femmes cardiologues de la génération actuelle se démarquent dans leur profession pour plusieurs raisons. Pour cela, il faut donner un avantage à toutes ceux et celles à toutes celles qui ont l'enthousiasme et le profil académique pour aller plus loin dans une surspécialisation de leur choix. Alors, ça peut être l'apprentissage ou le développement de techniques novatrices, ça peut être l'étude de traitements émergents par la génétique, ça peut être toute expertise pointue dans tout domaine de recherche où le fondamental a raison de s'allier avec la clinique. Dans le milieu universitaire où elles vont pratiquer à leur retour, elles pourront inspirer et mentorer les résidentes avec lesquelles elles travailleront, et aussi les étudiantes en médecine et les externes au cours de leur stage. Elles auront aussi plus facilement accès à des postes décisionnels au sein de leur institution hospitalière, de leur centre de recherche, de leur université, et aussi plus facilement accès à un financement optimal pour leurs activités de recherche. Pendant 37 ans, j'ai fait de tout, à l'Institut de cardiologie toujours. J'ai fait de la pratique clinique, de l'échocardiographie qui était le but de mon fellowship à la clinique Mayo, de l'enseignement, de la recherche clinique. J'ai aussi été chef de service, présidente de l'Association des cardiologues. J'ai fondé le Centre de cardiopathie congénitale adulte à la demande des cardiopédiatres de Sainte-Justine. Ma nièce m'a dit « Dis tout ce que tu as fait, les hommes ne se gêneraient pas pour le faire. » Alors, je vous le dis. Dans tous ces rôles, je me plaisais à dire que je faisais partie de la vaste minorité visible mais audible. Et j'ai vite compris que la médecine, de toute façon, a tout avantage à avoir une répartition équitable entre hommes et femmes dans tous ces champs d'action. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette bourse, une bourse qui est destinée exclusivement aux femmes, mais qui va... mais dont toute la société va bénéficier. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci, Dr. Mercier. Un parcours très, très inspirant. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour la 3e édition d'événements Femmes en sciences. Je suis la vice-doyenne à la recherche et développement. Je vais parler un peu des statistiques de 2023. Si vous entrez dans presque n'importe quel département universitaire au Canada, vous verrez que la majorité des étudiants sont des femmes. Cela s'applique particulièrement aux disciplines telles que les disciplines qu'on travaille, les sciences de la santé et la médecine. Aujourd'hui, 60% des diplômés universitaires au Canada sont des femmes. Mais qu'est-ce qui se passe après? Par la suite, elles sont moins nombreuses au cycle supérieur, représentant 54 des étudiants à la maîtrise et 47 des candidats au doctorat. Et cette tendance se poursuit d'ailleurs au sein du corps professoral universitaire et au gré des étapes successives de promotion en carrière, puisque les femmes représentent juste 48% des professeurs adjoints, et si on monte aux professeurs titulaires, 26 à 30%. Les experts utilisent la métaphore du leaky pipeline pour désigner ces phénomènes d'attrition. La question qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce qu'on fait pour changer cette leaky pipeline? Pour notre faculté, je suis très fière que 50% de nos professeurs sont des femmes. Et si on regarde tous nos recrutements de chercheurs ou chercheurs cliniciens depuis septembre 2020, 52 de nos recrutements sont des femmes. Ces chiffres sont aussi encourageants pour tout ce qui est bourse salariale, soit les chaires de recherche du Canada ou les bourses du FRQS,
Puis malgré le fait qu'au concours des IRSC, 2/3 de nos applicants sont des hommes, les taux de succès sont équivalents. On est autour de 30%. Oui, il y a des billets. On est moins susceptible de se lancer dans un domaine aussi précaire que la recherche. On retarde à soumettre nos dossiers pour les promotions parce qu'il faut que tout est parfait ou il y a d'autres raisons. Moins de productivité, on aimerait être hands-on dans les laboratoires au lieu d'être dans la conceptualisation. Puis moins de rayonnement parce qu'on veut rester près de nos familles, on voyage moins souvent, puis on a moins de reconnaissance internationale. Par contre, women have the right to be less productive at times and to take leave. So, j'aimerais remercier Dr. Mercier parce qu'aujourd'hui, nous donne des moyens de mieux les soutenir et mieux les accompagner. Il faut trouver plus d'outils parce que le principal défi est de savoir ce qui sera fait dans les décennies à venir et dans les années à venir pour nous permettre de réfléchir et trouver des solutions pour mieux vous accompagner. So, je vais remercier Dr. Mercier encore pour ce don important aujourd'hui. C'est notre première bourse en surspécialisation pour des femmes. Je remercie mon équipe pour tout le soutien pour cet événement que je pense que c'est très important pour vous aspirer et que vous continuez à avoir des carrières en recherche. Je remercie aussi l'équipe de communication pour tout le travail qu'ils ont fait. Et je passe les paroles à nos étudiants. C'est Corinne Leveau qui va commencer cet événement. Merci. Bonjour. Avant de commencer, je veux juste vous dire que la session de questions aura lieu après les 5 présentations et pour les personnes qui sont en Zoom, vous pouvez les écrire dès que vous les avez dans le Q&A en spécifiant à qui vous vous adressez. Donc, notre première présentatrice du jour est la Dr Catherine Duclos, professeure au département d'anesthésiologie et de médecine de la douleur depuis janvier 2022. Après un parcours étudiant fragmenté entre l'Université McGill et l'Université de Montréal, Dr Duclos est maintenant chercheur au Centre de recherche de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, au CIUS du nord de l'île. Son programme de recherche est axé sur les états altérés de la conscience en contexte de soins critiques et chirurgicaux et se concentre notamment sur le coma, les troubles de la conscience, le sommeil et l'anesthésie. Elle a obtenu du financement des FRQS, des IRSC, du CRSNG, pour n'en nommer que quelques-uns. Et avec un curriculum bien rempli, elle est aussi impliquée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du milieu académique, notamment avec sa présidence du groupe de recherche et d'intervention sociale GRI Montréal depuis 2017, un OBNL dont la mission est de favoriser une meilleure connaissance de la diversité sexuelle et de genre, ainsi que de faciliter l'intégration des personnes LGBT+, dans la société québécoise. Donc, Dr Duclos, merci d'être avec nous et je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette magnifique introduction et je tiens à dire merci à la Faculté de médecine pour cette invitation. C'est vraiment un privilège pour moi de prendre la parole aujourd'hui. Donc, je m'appelle Catherine Duclos, comme ça a été dit. Je pensais qu'il y avait un petit pointeur. Ah oui, il est ici, parfait. Je suis professeure sous octroi adjointe au département d'anesthésiologie et médecine de la douleur, chercheur au CIUS du nord de l'île de Montréal. Je suis également présidente du comité équité, diversité et inclusion du CIUS du nord de l'île de Montréal, au centre de recherche plus spécifiquement. Je ne pense pas que le pointeur fonctionne. OK, super. Donc, j'ai commencé mon poste en janvier dernier, donc c'est vraiment tout récent que j'ai intégré la Faculté de médecine et le CIUS du nord de l'île de Montréal. Merci beaucoup. Donc, je voulais faire un survol vraiment bref de mon programme de recherche avant de vous partager mon parcours et les quelques conseils qui ont vraiment fait une différence dans mon cheminement. Donc, dans le cadre de mon programme de recherche, on vise à caractériser les états altérés de la conscience, donc coma, anesthésie, sommeil, trouble de la conscience, donc état végétatif, état de conscience minimal.
On souhaite comprendre quels sont les réseaux cérébraux fonctionnels qui soutiennent la conscience chez l'humain et qui expliquent les altérations de la conscience. On vise aussi à développer des nouvelles techniques pour prédire la récupération de la conscience chez les patients qui sont en soins aigus et chirurgicaux et à moduler les états de la conscience afin de favoriser une meilleure récupération des patients. Un des projets qui m'a beaucoup tenu à cœur au cours des dernières années, c'était le développement d'un outil qui permet de prédire la récupération des patients dans un coma, un état végétatif ou un état de conscience minimale. Donc, dans le laboratoire, on utilise principalement l'électroencéphalographie haute densité comme outil de mesure de connectivité fonctionnelle cérébrale. Notre hypothèse dans cette population était que si un patient détient un potentiel de conscience, alors, quand on va anesthésier ce patient-là, on va voir un changement dans ses réseaux fonctionnels cérébraux qui vont indiquer qu'on vient d'éteindre la conscience résiduelle sous-jacente. Et c'est cette hypothèse-là qu'on a testée. Donc, on a administré l'anesthésie en propofol à un groupe de patients dans un coma, un état végétatif ou un état de conscience minimale, et on a caractérisé la reconfiguration des réseaux cérébraux. On a démontré que les patients qui démontraient un changement suite à l'anesthésie étaient capables de récupérer la conscience dans les 3 mois et que ceux qui n'avaient aucune réponse à cette anesthésie ne récupéraient pas la conscience dans les 3 mois. Donc, cet outil a fait l'objet d'un dépôt de brevet aux États-Unis et au Canada dans la dernière année et a mené à différents projets qui visent la validation de cet outil dans une plus grande cohorte de patients adultes, mais aussi on vise à faire la validation dans des populations pédiatriques. Et on a aussi développé un projet qui est financé par les IRSC là, qui vise à appliquer cette même hypothèse, mais aux patients qui sont sous sédation continue. Donc, chez les patients qui ont eu une lésion cérébrale, qui sont dans la première semaine suivant leur admission aux soins intensifs, on regarde le changement qui survient lors de l'arrêt temporaire de la sédation continue. Et est-ce que ce changement-là peut nous aider à prédire la récupération des patients et donc aider les cliniciens à prendre des décisions cliniques en termes de maintien des soins ou des cours du traitement pour ces patients-là. À l'extérieur de ma carrière de professeur et chercheur, je suis aussi maman de 2 garçons, donc Liam qui a 6 ans et demi et Edouard qui a 1 an et demi, avec ma conjointe. Je le mentionne parce que bien avant d'avoir ce rêve de devenir professeur et chercheur, j'ai toujours voulu être maman. Et j'ai choisi la carrière de professeur et chercheur parce que j'avais la conviction, et j'ai toujours la conviction, que c'est une carrière qui me permet d'avoir un travail qui me stimule, mais aussi d'être une mère très présente. Et ça a influencé certainement les décisions que j'ai prises au cours de mon parcours, et ça influence toujours les décisions que je prends au quotidien dans le cadre de ma vie professionnelle. Donc, un peu sur mon parcours, j'ai grandi sur la rive sud de Montréal, mais à l'âge de 12 ans, je suis déménagée aux États-Unis. J'ai donc fait mon école secondaire près de Cleveland, en Ohio, ce qui m'a permis, en fait, de vivre une expérience d'immersion anglaise et de maîtriser la langue anglaise qui m'aide beaucoup dans mon travail au quotidien. Par la suite, je suis revenue à Montréal pour faire mon baccalauréat en anthropologie à l'Université McGill. J'ai fait une thèse d'honneur sur le rôle de la femme au sein de la société indienne en lien avec le développement du secteur des technologies de l'information. J'ai travaillé pendant 2 ans en développement international, donc j'ai travaillé pour UNICEF Québec, pour même un réseau de missionnaires. J'étais gestionnaire de projets internationaux, ce que je trouvais très stimulant. Mais après 2 ans sur le marché du travail, je me suis mis à questionner mon parcours et ce que je voulais pour la suite des choses. J'avais toujours été très intéressée par le cerveau, la psychologie. Je n'avais pas choisi d'entreprendre un baccalauréat dans ce domaine-là, mais après 2 ans sur le marché du travail, je commençais à repenser à ces intérêts-là, puis j'ai décidé de changer de voie, si on veut. Donc, après une rencontre importante avec une professeure de l'Université de Montréal, j'ai entrepris une maîtrise en sciences biomédicales, option sciences psychiatriques, ici à l'Université de Montréal. J'ai fait un passage accéléré au doctorat, donc au sein de l'UDM, encore ici. Donc, mon projet doctoral portait sur le sommeil et les rythmes circadiens en phase aiguë d'un traumatisme crânio-cérébral modéré à sévère. J'étais sous la supervision de Nadia Gosselin et Marie Dumont.
Par la suite, j'ai entrepris un stage postdoctoral à l'Université McGill sous la supervision de Stéphanie Blaine-Moraes. Et ce stage, ce postdoc portait sur la neuroscience computationnelle de la conscience et de l'anesthésie. Même si ce n'était pas recommandé, et c'est souvent non recommandé, de poursuivre un postdoc dans la même ville où on a fait son doctorat, j'ai quand même choisi cette option-là pour des raisons familiales. Mais j'ai tout de même cherché à élargir mon réseau et établir des collaborations à l'international, au-delà du Québec aussi. Donc, j'ai travaillé étroitement avec l'équipe de George Mashore à l'Université du Michigan et avec l'équipe de Adrian Owen à Western University pour justement élargir mon réseau professionnel et scientifique. En 2020, j'étais toujours au postdoc. J'ai eu la chance de recevoir 2 offres pour un poste de prof et chercheur à la fois à l'Université McGill et à l'Université de Montréal. Donc, j'ai d'abord reçu une offre de l'Université McGill, mais étant donné la pandémie, ça a été très long avant que je reçoive une offre papier que je devais signer. Donc, pendant ce temps-là, je faisais des démarches parallèles avec l'Université de Montréal parce que mon cœur était à l'Université de Montréal et à Sacré-Cœur où j'avais fait mon doctorat. Ça a quand même été un choix difficile et j'ai tenté de m'entourer de gens qui pouvaient me conseiller. Donc, j'ai parlé à beaucoup de professeurs et chercheurs de McGill et de l'Université de Montréal pour savoir dans quel environnement ils avaient évolué et quel genre de soutien ils obtenaient de leur environnement professionnel, donc de leur université, mais aussi de leur centre de recherche. Puis, c'est vraiment grâce à ces discussions-là que j'ai réalisé que mes valeurs personnelles et professionnelles concordaient beaucoup plus avec celles de l'Université de Montréal, où il y a beaucoup plus de collégialité, de collaboration entre les gens. Et j'étais aussi fière d'établir ma carrière dans un environnement francophone. Donc, en 2021, c'était ma dernière année au postdoc. Je savais déjà donc que j'allais faire une transition vers l'Université de Montréal et le CIUS du nord de l'île de Montréal. Donc, j'ai déjà commencé à m'impliquer au centre de recherche dans les réunions, à établir des collaborations avec les chercheurs là-bas. J'ai commencé à donner des cours invités au baccalauréat, aux études supérieures. Et j'ai soumis 5 grandes demandes de subventions quand j'étais encore au postdoc, notamment mon Junior 1, mon CRSNG découverte, que j'ai eu le privilège d'obtenir du premier coup, ce qui a vraiment permis de débuter ma première année avec une fondation quand même solide là, pour mon programme de recherche. Donc, en 2002, transition vers mon poste de professeur. J'ai surtout tenté de, évidemment, démarrer des projets, donc beaucoup de processus éthiques, recruter des étudiants. Mais encore ici, j'ai passé énormément de temps à soumettre des demandes de subventions. J'ai appliqué sur tout ce que je pouvais, honnêtement, parce que je me suis dit, si j'essaie pas, ben, j'aurai rien. Donc, j'ai fait ces 9 demandes de subventions. J'ai pas tout eu, mais quand même, l'exercice d'écrire la demande, de réfléchir, de rassembler des gens autour d'un projet, c'est vraiment essentiel. Puis encore là, c'est grâce à ces demandes-là que j'ai pu établir plusieurs de mes projets et le financement qui va permettre à mon laboratoire d'être périn dans les prochaines années. Les mentors ont joué un grand rôle dans mon parcours, donc j'ai eu l'opportunité d'avoir des superviseurs qui ont aussi été des mentors pour moi. Donc au doctorat, Nadia Gosselin, au postdoc, Stéphanie Blaine-Moraes. Ce sont 2 femmes scientifiques qui sont mères de famille aussi. Les 2 ont 3 enfants. Ce sont des leaders vraiment positives, rassembleuses. Je pense que pour moi, de m'identifier à ces personnes-là et de réaliser que c'était possible d'avoir une carrière stimulante, d'avoir des ambitions, de réussir en tant que professeur et chercheur, mais aussi d'avoir un équilibre de vie qui fait du sens avec le fait d'être mère, c'était important. Donc, ces mentors ont joué un rôle important dans mon parcours. Donc, c'est important de trouver des gens à qui on s'identifie, que ce soit nos superviseurs ou non. Je pense que ça change notre vision et notre parcours là, à long terme. Dire oui aux opportunités aussi clé dans mon parcours. On m'a offert le projet doctoral, disons, que j'ai choisi de poursuivre. J'ai dit oui, ça m'a ouvert une porte à tout ce domaine scientifique et j'ai adoré mon expérience. Mais tout au long de mon parcours, il y a eu des gens qui m'ont proposé différentes implications. J'ai toujours dit oui, je suis toujours restée ouverte aux opportunités. Puis,
Ça m'a vraiment apporté à acquérir des nouvelles expériences, un nouveau réseau, des aptitudes qui m'ont menée où je suis aujourd'hui. Donc, je pense que dire oui aux opportunités, c'est clé. Maintenant, j'apprends à dire non aussi aux opportunités parce qu'il y a 24 heures dans une journée, puis c'est pas toujours facile de tout faire ce qu'on nous demande. Donc, ça aussi, ça va être le défi, je pense, dans les prochaines années, de trouver l'équilibre entre le oui et le non. Il y a plusieurs moments dans mon parcours où j'ai eu des choix difficiles à prendre, où j'avais différentes options. Puis, je pense que dans tout ça, j'ai écouté ma petite voix intérieure. Je pense que les scientifiques, on est habitués de réfléchir avec notre tête, mais je pense qu'il faut aussi réfléchir avec notre cœur, surtout quand vient le temps de choisir notre parcours professionnel et personnel. Donc, se respecter, s'écouter, ça a été vraiment clé pour moi. Et bien entendu, m'impliquer à la fois dans mon centre de recherche, dans mon université. Donc, dès le doctorat, j'ai été représentante des étudiantes dans mon centre de recherche, au département de psychiatrie. J'ai contribué à l'organisation de plusieurs symposia, journées scientifiques, congrès. Au postdoc, j'ai fondé le Symposium canadien de la recherche sur la conscience et le réseau de recherche sur la conscience, là, qui est en train de se développer encore aujourd'hui. Donc, ça m'a amené différentes aptitudes et différentes collaborations. Et je me suis aussi également impliquée dans ma communauté. Donc, je suis bénévole au GRI depuis 2012. Donc, le GRI, qui est le groupe de recherche et d'intervention sociale. Donc, depuis 2012, je suis intervenante bénévole dans les classes au primaire, secondaire, cégep, université. Quand on est bénévole au GRI, on va dans une classe, 2 bénévoles, on se présente en 2 minutes. Donc, je me présente comme étant professeur-chercheur, mère, femme lesbienne. Et par la suite, c'est les jeunes qui posent leurs questions. Donc, ils vont poser des questions sur notre orientation sexuelle, comment on a réalisé, comment on a fait pour avoir des enfants, etc. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire reculer les préjugés, favoriser l'inclusion dans les classes et agir à titre de modèle positif pour les jeunes LGBT qui souvent manquent de modèles. Je suis présidente depuis 2017 du GRI Montréal, ce qui m'a apporté beaucoup d'aptitudes en gestion, en gouvernance. J'ai été appelée à faire beaucoup de discours, conférences de presse, entrevues médiatiques sur les questions LGBT et sur les questions d'équité, diversité, inclusion. Puis c'est certainement cette implication-là qui a contribué à ma nomination comme présidente du comité EDI au CIUS du Nord de l'île de Montréal. Donc, tout ça fait en sorte que je suis où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire professeur, chercheur, impliquée en EDI, à la fois dans mon milieu scientifique et dans ma communauté à l'extérieur. Fière maman, puis c'est ce qui fait que j'adore ce que je fais. Puis je pense que c'est possible d'atteindre ses rêves quand on s'écoute, on suit notre cœur, puis on réalise qu'en fait, tout est possible. Merci. Notre prochaine présentatrice est la Dr Pascale Legault, actuellement professeure et directrice du département de biochimie et médecine moléculaire de l'université, ainsi que titulaire de la chaire de recherche Bristol-Myers Squibb de l'Université de Montréal. Elle a obtenu son doctorat de chimie à l'Université du Colorado à Boulder, puis un postdoctorat à l'Université de Toronto. Dr Legault a commencé sa carrière universitaire en 2003 à l'Université de Géorgie à Athens, aux États-Unis, et c'est 5 ans plus tard qu'elle a déménagé à l'Université de Montréal. L'objectif principal des recherches menées dans son laboratoire est de mieux comprendre la relation entre la structure et la fonction de l'ARN afin de pouvoir exploiter le potentiel pour les applications nanotechnologiques et biomédicales. L'accomplissement de cet objectif passe par des études structurales et fonctionnelles des ARN ainsi que de la maturation des micro-ARN dans un contexte de cancer et de la maladie de Parkinson. Accessoirement, Dr Pascale Legault m'a également enseigné lorsque j'étais au baccalauréat en biochimie. Donc, bonjour et merci d'être avec nous. Donc, je vous laisse la place. Alors, merci beaucoup pour cette merveilleuse introduction, puis merci beaucoup pour l'invitation pour vous parler aujourd'hui. Donc, j'utilise en recherche des appareils super sophistiqués, mais j'ai de la misère avec les machines les plus faciles. Donc, quand je me préparais pour cette présentation, bien, ça m'a rappelé des souvenirs, ça m'a fait penser au passé, puis ça m'a rappelé une question qui m'avait été posée dans le cadre d'une entrevue.
C'était pour une bourse prestigieuse de doctorat, la bourse en sciences et en génie 1967 du CRSNG. On m'avait demandé, selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour réussir en sciences? Je me souviens plus de ma réponse, mais j'ai eu la bourse, c'est ce qui compte. Mais je pensais qu'aujourd'hui, je prendrais l'opportunité pour essayer de répondre à la question avec mes années d'expérience et de carrière scientifique. Et donc, mon parcours en sciences m'a montré, en fait, premièrement, pour répondre à la question, bien, je pense qu'il n'y en a pas une réponse, hein, c'est chacun sa réponse. Mais ce que je veux partager avec vous, bien, c'est ma recette, la recette qui m'a aidée à faire mon parcours universitaire. Puis les ingrédients de la recette, bien, c'est un mélange d'inspiration, de curiosité, d'opportunité, d'audace, de désir d'aventure, d'engagement, de persévérance, de collaboration, aussi de la volonté de servir et d'être utile pour faire avancer la science, et puis la gratitude et la reconnaissance. Donc, pour bien comprendre mon histoire, il faut remonter dans l'histoire de la faculté de médecine entre 1955 et 1960. Les photos ne sont pas bonnes ici. C'est bien dommage. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas bien marché. Ce n'est pas les bonnes photos. Mais en tout cas, il y avait ici, c'était à l'époque où mes parents se sont rencontrés. Ils étaient tous les deux étudiants en médecine. Hein, ma mère ici, puis mon père un peu plus loin, mais là, je ne le vois plus. Donc, ma mère, c'était une des rares femmes dans sa cohorte. Il y en avait moins de 10 % à l'époque. Et c'était une fille de la ville, bien intelligente, puis elle s'est laissée charmer par mon père. Un homme de sa classe, c'était un gars de la campagne qui venait d'une famille de 10 enfants, c'était l'aîné, puis il avait vécu sur une ferme, la ferme familiale dans l'ouest de Montréal. Donc, ils se sont mariés suite à leur cours de médecine et ont fondé une famille dans le nord de Montréal. Et ma mère, malgré son diplôme, ça m'a un peu déçue, beaucoup déçue quand j'étais adolescente, mais elle n'a pas poursuivi sa carrière, mais elle a éduqué sa famille de 5 enfants. Et donc, j'ai eu de la misère à accepter ça quand j'étais adolescente, mais c'était son choix, puis je l'ai compris. Puis plus tard, elle s'est beaucoup impliquée dans son milieu. Puis pour moi, ça a été vraiment une grande source d'inspiration durant ma carrière. Mais il faut dire aussi là, que c'était une autre époque. Hein? Donc, c'était une époque aussi où, bien, premièrement, il n'y avait pas d'ordinateur, encore moins de téléphone cellulaire. Donc, à la maison, chez moi, ce qui traînait, bien, c'était beaucoup de magazines, de revues, puis surtout des revues en médical, vous pouvez vous imaginer. Et puis, j'étais très curieuse, donc je me mettais le nez là-dedans, puis j'ai commencé à comprendre le monde de la médecine. Aussi, mon père travaillait dans un hôpital de soins de longue durée dans le nord de Montréal, l'hôpital Saint-Joseph de la Providence, qui est maintenant un CHSLD. Et c'était surtout, il s'occupait des patients en soins de longue durée. Puis quand il y avait des fêtes ou comme ça au primaire, il m'amenait visiter ses patients. Bien, c'était très éprouvant et émouvant, ces visites-là. Et puis, malgré le fait que mon père était très bon avec ses patients, très apprécié de la communauté, bien, savez-vous quoi? Il n'y en avait pas de remède pour ces patients. Hein? Il ne pouvait pas les guérir, en particulier ceux qui étaient encore jeunes, ceux qui avaient des problèmes de maladies neurodégénératives. Donc, j'ai compris assez jeune les limites de la médecine et que l'espoir, bien, c'était dans la recherche scientifique. Donc, plusieurs années plus tard, je me suis retrouvée à faire mon baccalauréat en biochimie à l'Université de Montréal. Et j'ai beaucoup apprécié mon programme. Ça a été vraiment emballant pour moi. Et je me suis beaucoup engagée. Déjà, dans ma première année, j'avais vu sur le babillard du département une opportunité de stage. Et j'ai d'ailleurs contacté ensuite le chercheur Yvan Boulanger pour poursuivre un projet de recherche en physiologie métabolomique basé sur la résonance magnétique nucléaire. Et ça s'est fait en collaboration avec le docteur Patrick Vinet, qui est néphrologue et aussi qui est devenu le doyen de la faculté de médecine. Puis c'est là que j'ai rencontré aussi Josette Noël, qui travaillait dans le même laboratoire.
Donc, j'ai eu la piqûre de la science et de la recherche et j'ai poursuivi ensuite à mon deuxième été dans un autre laboratoire de recherche en biochimie de l'ARN dans le laboratoire de Robert Cedergren, qui est un pionnier du département de biochimie. En même temps, je m'étais acheté à un moment donné un magazine de Scientific American dans une boutique de métro et par hasard, je suis tombée sur un article scientifique d'une découverte révolutionnaire. C'était celle de Thomas Cech qui avait fait la découverte des ribosymes, des enzymes à ARN. Puis c'était vraiment révolutionnaire parce qu'il avait trouvé que comme les protéines, les ARN pouvaient aussi avoir des réactions catalytiques. Puis ça, là, pourquoi c'est révolutionnaire? Mais c'est parce qu'avant ça, les scientifiques ils se demandaient comment a commencé la vie sur Terre. C'est quelle molécule qui était responsable? Est-ce que c'est l'ADN, les protéines? Bien, ça ne pouvait pas être l'ADN parce que l'ADN avait besoin de protéines. Les protéines font l'ADN font les protéines. Mais là, avec cette découverte-là, on pensait maintenant que c'était l'ARN, la première molécule, qui aurait donné naissance à la vie sur Terre parce qu'elle pouvait, comme l'ADN, contenir l'information génétique et, comme les protéines, être agents de fonction biologique. Et on le sait maintenant, pour ceux qui ont été aux conférences hier soir, que l'ARN est également non seulement important, parce qu'il y en a plusieurs sortes en biochimie pour toutes sortes de fonctions physiologiques, mais il est aussi important comme molécule thérapeutique avec l'ARN messager qui est utilisé pour les vaccins chez Moderna. Donc, beaucoup de potentiel au niveau biotechnologique. Donc, c'est sûr là, que là, moi, j'avais vraiment le goût là, de la recherche. Là, je m'enlignais, carrière en recherche, je revenais devenir professeur à l'Université de Montréal. Là, j'étais vraiment décidée, c'était trop le fun. Donc, j'ai appliqué pour plusieurs postes, mais le défi, c'était vraiment de trouver un milieu d'accueil dans le domaine qui m'intéressait. Puis là, j'avais décidé que c'était la biologie structurale. Il n'y en avait pas à Montréal, vraiment. Donc, il fallait m'en aller à l'étranger. Puis aussi, il fallait que j'améliore mon anglais parce que c'était vraiment... Ça faisait dur, là. J'étais vraiment gênée. Puis bon, alors, il fallait m'immerser. Donc, ce que j'ai décidé par la suite de faire mon doctorat à l'Université du Colorado à Boulder, au département de chimie et biochimie. Ça a pris beaucoup d'audace. Un, ma grand-mère ne voulait pas que je parte de Montréal. Deux, j'étais jamais partie de la maison familiale. Donc là, je me retrouvais, première fois en appartement dans un autre pays, à suivre un programme d'études que je ne comprenais pas tout à fait encore. Mais il y a eu des défis, mais ça a valu vraiment la peine parce que c'était un milieu vraiment intéressant, un milieu extraordinaire. J'ai rencontré des personnes, des chercheurs exceptionnels, dont finalement, Thomas, oups, ça a été trop vite, mon affaire. Mon Dieu, ça ne marche plus. Bon, là, OK. Donc, il fallait que je pèse sur celle-là ici. Donc, Thomas Cech, qui a gagné le prix Nobel l'année où je suis arrivée. J'ai travaillé dans son laboratoire pendant 1 an. Mon directeur de thèse, qui a aussi été très inspirant, Art Pardee. Et en même temps, j'ai rencontré Jennifer Doudna aussi. J'allais faire mon jogging avec elle. Puis finalement, elle a eu le prix Nobel, elle aussi, en 2020, pour ses recherches. Donc, toutes des personnes très inspirantes, puis il y en a plusieurs autres. Et donc, tout ça, c'était dans un milieu enchanteur avec les montagnes et dans un milieu scientifique vraiment très inspirant. Ah non, il manque quelque chose sur ma diapo. OK. Donc, j'ai fait mon doctorat sur les études RMN de l'ARN, d'un ribosyme, et c'était au début d'un champ de recherche qui était en pleine expansion avec tout le domaine de la recherche sur la biologie de l'ARN et de la biologie structurale de l'ARN pour mieux comprendre comment ces molécules-là en 3 dimensions font leur fonction. Donc, c'était le début d'une grande aventure qui avait commencé. Et suite à mon bac en biochimie à l'Université de Montréal et ce doctorat en chimie à l'Université du Colorado à Boulder, juste pour répondre à votre question, j'en ai profité pour faire un peu de ski. Suite à ça, je suis revenue près de la maison
parce que j'étais pas mal loin. Donc, je suis allée faire un stage postdoctoral à l'Université de Toronto. Et là, à ce moment-là, j'ai déterminé une des premières structures d'un complexe ARN-protéine par RMN. J'aurais aimé faire ça durant mon doctorat parce que j'avais rencontré un chercheur du NIH qui voulait monter une collaboration avec moi. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que nos directeurs de doctorat, ils ne voulaient pas poursuivre la collaboration. Mais nous, on a continué de se parler, puis l'histoire a bien fini parce qu'on s'est mariés, puis on a eu 2 enfants. Deux belles grandes filles maintenant qui sont nées là, durant mon poste de professeur, qui était le prochain poste que j'ai pris à l'Université de Géorgie, à Athènes, en Géorgie. Mais je voulais toujours revenir à Montréal, rappelez-vous. Donc, 5 ans plus tard, tous les deux, mon mari et moi, on est devenus professeurs en biochimie à l'Université de Montréal. Puis je sais qu'aujourd'hui, c'est la journée des femmes en sciences, mais pour moi, dans ma carrière, l'homme en sciences a aussi été très important parce qu'on a partagé notre carrière. Ça a été quelqu'un qui a pu comprendre ma passion, qui a pu comprendre aussi les engagements que ça demande une carrière en sciences et avec lequel j'ai partagé même mon laboratoire de recherche et certains étudiants. Donc, pour parler de mes projets de recherche, je voulais en glisser un mot. C'est des projets de recherche en sciences fondamentales et il y a 2 axes de recherche au laboratoire. Donc, un premier projet de recherche en biologie structurale d'ARN non codants. Donc, ce n'est pas des ARN messagers, c'est des ARN qui ont d'autres fonctions. Pendant plusieurs années, on a étudié un système modèle qui est un ribozyme, qui nous a beaucoup appris sur des connaissances de base en ARN, qui maintenant, on applique à l'ARN génomique viral, en commençant par le virus du SARS-CoV-2, pour nous préparer aux prochaines pandémies. Donc, ce sont des études structurales qu'on appelle intégratives, parce que ça intègre plusieurs méthodes de biologie structurale, l'ARMN, le SAX pour Small Angle X-ray Scattering, la cryomicroscopie électronique, et puis ça se fait en collaboration avec un nouveau chercheur au département, Malik Shaker-Margot. Et donc, c'est pour comprendre la structure, la dynamique et la fonction de l'ARN, très fondamentale, mais il y a des applications potentielles pour l'ingénierie d'ARN et le ciblage d'ARN viral pour les prochaines pandémies. Un autre projet de recherche ou axe de recherche, c'est l'étude de la maturation des microRNA. Ici, ce qui nous intéresse, mais premièrement, des microRNA, c'est quoi? C'est des petits ARN de 22 nucléotides environ qui jouent un très grand rôle dans le contrôle d'expression des gènes. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est quelques microRNA spécifiques. On veut comprendre comment les niveaux de ces microRNA-là sont régulés dans la cellule par un réseau ARN-protéines. Et on s'intéresse à 2 classes de microRNA, ceux de la famille LED7, qui sont des suppresseurs de tumeurs très importants pour le développement, le métabolisme et l'apoptose, et qui sont souvent dérégulés dans certains cancers. Aussi, on s'intéresse à un groupe de microRNA qui régule la protéine alpha-synucléine. C'est une protéine qui s'accumule et qui s'agrège dans la maladie de Parkinson. Et on veut comprendre la voie des microRNA qui régule les niveaux de cette protéine-là. Et je suis vraiment excitée parce qu'on vient d'avoir un fonds des IRSC pour ce projet-là en collaboration avec l'équipe de Louis-Éric Trudeau à la Faculté de médecine et Janelle Drouin-Ouellette à la Faculté de pharmacie. Donc, en plus de mon travail en recherche, j'ai reçu beaucoup durant ma carrière et ça m'amène à vouloir redonner à la communauté. Et j'ai toujours eu une volonté d'être utile et de servir pour faire avancer la science. Donc, je vous donne quelques exemples ici. Premièrement, mon rôle de directrice du département de biochimie et médecine moléculaire depuis 2019, qui m'appelle à jouer plusieurs rôles importants au département. Dont récemment, nous avons déménagé. Donc, j'étais coordinatrice du déménagement de Roger Gaudry, ici, tout près, au pavillon Joseph-Armand-Bombardier. Et aussi, ça a impliqué beaucoup un gros projet de rénovation. J'oublie un point ici, mais il devrait être là. À titre de directrice du département, je suis aussi très impliquée dans le développement d'un nouveau centre de recherche en sciences fondamentales sur le campus qui regroupe les 5 départements de sciences fondamentales.
Et je trouve que c'est une merveilleuse opportunité, initiative lancée par la Faculté de médecine. Dans le cadre de ma carrière, j'ai aussi participé au développement d'une plateforme de biologie structurale au département avec mes collègues. Et puis, je m'implique beaucoup au niveau d'initiatives ARN qui sont en train de se développer au niveau provincial et national pour valoriser la recherche en ARN et toutes les technologies ARN dans le monde biomédical, surtout, mais aussi ça peut être appliqué à d'autres domaines de recherche. Et finalement, j'organise bientôt, au mois de mai, deux colloques dans le cadre du 90e congrès de l'ACFAS dans mes domaines de prédilection, l'ARN et la biologie structurale. Et vous serez invités, bien sûr, à y assister. Donc, pour terminer, la reconnaissance. Donc, je remercie, en fait, pour moi, les gens j'ai jamais eu un modèle, un mentor, un modèle. Pour moi, toutes les personnes sont des sources d'inspiration. Et dans ma carrière, je me suis inspirée de plusieurs personnes, plusieurs scientifiques, même les membres de mon laboratoire, mes collaborateurs. Ici, je vous montre les membres actuels de mon laboratoire. Gunjan, Pierre, Ebba, Geneviève, Nazli et Alix, qui aident à poursuivre nos travaux en recherche. Toutes les agences de fonds aussi qui nous ont financés et ma chaire de recherche actuelle. Mais aussi, je pense que c'est important dans mon rôle de remercier tous les membres de l'équipe du département qui m'accompagnent au jour le jour, tous les membres de l'équipe de la direction de la faculté qui nous supportent. Pour moi, je pense que vous l'avez compris, c'est ma grande famille à moi. Je suis née ici, là, soit dit en passant, mais je veux terminer aussi par remercier mon mari, Jim Omichinski, qui m'épaule jour après jour dans mes fonctions, et toute ma grande famille étendue. Vous savez, avec mon père qui avait 10 enfants, mais il y a toute une grande famille aussi qui sont là, qui m'ont supporté au cours des années. Merci beaucoup. Donc, juste avant de poursuivre, j'aimerais rappeler à nos participants qui sont sur le Zoom, donc on vous encourage à inscrire vos questions dès maintenant dans la section Q&A et on va se faire un plaisir d'y répondre à la fin des présentations. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter notre prochaine conférencière. Donc, Dr. Catherine Martel est professeure agrégée sous octroi au département de médecine de l'Université de Montréal et chercheure au Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal. Tout au long de sa formation, elle a obtenu de nombreuses reconnaissances, entre autres le prix du ATVB Junior Investigator Award for Women de l'American Heart Association. Depuis son recrutement à l'Université de Montréal en 2014, ses travaux de recherche ont été financés par de nombreux organismes subventionnaires, dont les IRSC, le CERN-SNG et la FMCC. En 2018, elle devient également titulaire d'une chaire de recherche du Canada en lymphatique et en médecine cardiovasculaire. Avec son équipe de recherche, elle présente le concept novateur selon lequel une meilleure capacité de clairance par le réseau lymphatique diminuerait l'inflammation dans la paroi des vaisseaux sanguins et limiterait le développement de l'athérosclérose et de ses conséquences cliniques graves. Depuis l'ouverture de son laboratoire il y a moins de 10 ans, elle a participé à l'organisation de plusieurs événements nationaux et internationaux et elle a formé plus de 30 étudiants et stagiaires postdoctorants. Donc, sans plus tarder, je vous prie d'accueillir chaleureusement le Dr. Catherine Martel. Merci beaucoup. Merci, Véronique, pour l'introduction. Et je suis particulièrement choyée et flattée que ce soit toi qui me présente aujourd'hui. Je n'ai pas coaché, comme on dirait, Véronique directement, mais je la connais depuis pas mal les débuts de tes études graduées dans le laboratoire du Dr. Gaucha. Puis Véronique, c'est pas parce que tu m'as présenté, mais c'est vraiment une étudiante exemplaire à tous les niveaux, autant académique que dans le niveau social. Fait que bravo, Véro. Donc, merci pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être ici, vraiment choyée, honorée. C'est même un peu gênant, surtout de passer après des conférencières aussi exceptionnelles. Je me disais, mon Dieu, est-ce que ce que je vais dire, ça va être redondant? Est-ce que ça va être à la hauteur de ce que mes collègues ont présenté? Vraiment, mesdames, bravo. Et je tiens à souligner que d'après moi, vous êtes en liste pour le prochain prix Nobel. Vous êtes bien partis. Et docteur Mercier, je tiens à dire que je suis chercheur en cardiovasculaire, mais pas médecin. Fait que si vous voulez modifier un peu votre bourse, je suis ouverte à l'idée. Donc, je vais trouver le pointeur au lieu de dire des niaiseries, ici. Voilà.
Donc, merci pour l'introduction encore une fois. Je vais commencer par vous parler un peu de mon parcours de vie avant de vous parler de mon parcours académique. Donc, ça, c'est moi, un bébé qui est né en 1981, toujours un peu jovial. Ce que vous voyez aujourd'hui, Thalie qui est dans mon laboratoire peut en témoigner. C'est pas mal ce que je suis au quotidien. Je suis triste, je ris. Je suis fâchée, je ris. Je suis de bonne humeur, je ris. C'est ça, je suis moi-même. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Sorel-Tracy, qui est située, pour ceux qui ne le savent pas, entre Montréal et Québec. Pour d'autres, Sorel-Tracy, c'est la ville des Hells Angels. C'est aussi la ville du tournage du vidéoclip à cause de ses usines de Lisa Leblanc, Ma vie, c'est de la Et c'est aussi, on est aussi connu à Sorel comme étant les tire-bouchons, et ce, depuis la première moitié du 20e siècle. Donc, tire-bouchon, je vous laisse regarder la définition sur Wikipédia. C'est pas nécessairement flatteur, c'est pas très bon non plus pour le foie. Donc, c'est moi ici, d'une famille de 5 enfants, et je suis vraiment fière de dire que on est tous diplômés universitaires, et mes 3 frères et moi, on est diplômés de l'Université de Montréal. Mon père est pharmacien, un de mes frères est pharmacien, ma mère est orthophoniste, et on vient de la plus vieille famille de pharmaciens au Canada. Il faut comprendre qu'à Sorel-Tracy, le taux de scolarité n'est pas parmi les plus élevés de la province. Donc, c'est vraiment une fierté d'avoir tous des gens gradués de l'université dans ma famille, et surtout, on est tous allés à l'école publique, au primaire, au secondaire, au cégep. Et pour mon père, c'était un honneur de soulever ça à ses amis pour faire un petit peu son frais. Donc, ça ici, c'est un de mes ancêtres qui s'appelait Jean-Baptiste. Donc, comme je disais, je viens de la plus vieille famille de pharmaciens au Canada. Donc, pourquoi est-ce que je ne suis pas allée en pharmacie? Est-ce que c'est pour le côté que je considérais peut-être austère du métier, comme il n'avait pas l'air super heureux, mon ancêtre, ou c'est parce que j'ai travaillé de manière volontaire / obligatoire comme livreur et à compter des pilules dans la pharmacie familiale? Dieu seul le sait. Par contre, en 97, quand je finissais mon secondaire 5, j'avais aucune idée de quoi faire parce que probablement, comme plusieurs d'entre vous, j'aimais plein de matières. J'aimais, mais nommez-les, je les aimais toutes les matières. J'aimais ça aller à l'école, j'aimais ça parler, j'aimais ça communiquer, je faisais des cours d'art-drame. J'ai toujours aimé l'école. Bref, je suis allée voir l'orienteur et j'ai dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Il m'a dit, bien, Catherine, je te verrais bien comédienne. Je pense que tu devrais faire ça, tu aimes les communications, puis j'aime autant les communications écrites qu'orales. Ensuite, il dit, mais par contre, tu aimes aussi les animaux, parce que je lui avais dit que j'aimais beaucoup comprendre comment le système, le corps fonctionnait. Puis j'aimais beaucoup, quand j'étais plus petite, faire des expériences sur les animaux. Je n'aurais peut-être pas dit ça, ayant été présidente du comité de déontologie animale pendant plusieurs années à l'Institut de cardiologie de Montréal. Et par la suite, puisque j'avais toujours 100% en religion, parce que j'aimais bien comprendre la religion, ça m'intéressait de savoir pourquoi les gens croient à la religion comme ça, qu'est-ce qui va dicter leur foi. Eh bien, il m'a dit peut-être que tu pourrais être prêtre, mais il n'avait pas compris que dans la religion catholique chrétienne, les femmes ne peuvent pas être prêtres. Donc, avec tout ça, en l'an 2000, j'ai été recrutée dans la première cohorte dans laquelle Dr Noël était d'ailleurs professeur, première cohorte du bac en biomédical à l'Université de Montréal, sciences biomédicales. Donc, en m'inscrivant au bac en sciences biomédicales, mon but, c'était de mettre tous mes acquis et toutes mes compétences en commun pour finalement devenir chercheur. Donc, ça, c'était à Saint-Louis, dans le Missouri. Ça explique peut-être le sang dans le visage. Et mon costume d'Halloween était la souris, ce qui allie le théâtre, la communication, l'amour pour les animaux et aussi la prière, parce que je passe mon temps à prier pour obtenir mes demandes de subventions. Alors voilà, pour le parcours académique et professionnel, passons aux choses un peu plus sérieuses. Docteur Mercier, je crois que vous croyez ce personnage, vous connaissez ce personnage ici, qui est le docteur Pierre Théroux, qui est un médecin à l'Institut de cardiologie de Montréal, qui est présentement retraité. Docteur Théroux est une sommité mondiale dans le monde des plaquettes, des microparticules de plaquettes. Il fait partie de la Société royale du Canada. Et Docteur Théroux est un médecin avant tout. Mais c'est un médecin pour qui la recherche était une passion. Il faisait ça vraiment par passion puis par amour de la recherche. Et c'est ce que Dr Théroux m'a transmis. Donc, j'ai fait mon stage de bac, comme plusieurs d'entre vous faites des stages de bac obligatoires. Puis souvent, c'est une corvée de faire un stage de bac. Dans mon cas, je l'ai vraiment sélectionné, mon stage de bac. J'étais allée voir dans plusieurs départements et j'ai rencontré Dr Théroux, qui n'était pas nécessairement la personne la plus volubile et le plus hop-la-vie qu'on connaît, comme vous savez, Dr Mercier, mais qui me semblait un homme passionné par la recherche. J'ai dit, bon, je vais me donner une chance, je vais lui donner une chance. Et puis, je suis allée dans son laboratoire pendant mon stage de bac. J'ai tellement aimé ça, j'ai tellement aimé les responsabilités qu'il me donnait, on ne se cachera pas que j'étais un peu technicienne à la fois, que j'ai décidé de rester pour la maîtrise et pour le doctorat. Puis après ça, c'est pendant une conversation de corridor où
j'ai rencontré Dr. Hong Lee, qui est aussi médecin à l'Institut de cardiologie de Montréal, puis qui m'a dit « Catherine, pourquoi après ton doc, tu aimes tellement la recherche, tu es tellement passionnée, pourquoi tu ne vas pas faire un post-doc? » J'ai un post-doc, j'ai la capacité d'être chercheur, j'aurais la capacité d'être professeur universitaire, mais je n'ai pas de base pédagogique. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai décidé de m'inscrire à la formation en enseignement postsecondaire, qui est une formation de 2e cycle. Puis ça m'a donné des bases pédagogiques, pas juste pour enseigner, mais aussi pour communiquer à des groupes de différents niveaux avec différentes spécialisations. Donc, en 2009, après avoir parlé à Dr. Lee, qui lui m'a présenté un chercheur qui était basé à New York, Roger Ajar, j'ai décidé d'essayer de focusser mon choix de carrière. Donc, avec le Dr. Théroux, je travaillais à comprendre le rôle du système du complément dans la formation des microparticules de plaquettes dans les syndromes coronariens aigus, donc chez les patients. Mais moi, je venais d'obtenir un PhD. Donc, je me disais, c'est sûr que ça va être difficile de faire de la recherche clinique si j'ai un PhD. Il va falloir toujours que je m'associe avec des cliniciens, ce qui est une bonne chose parce qu'on a besoin de projets collaboratif. Mais je voulais vraiment sortir de ma zone de confort, aller vers un domaine que j'haïssais à l'université au bac, dans lequel j'avais le plus de difficultés, et c'était l'immunologie. Donc, je me suis dit, moi, je m'en vais dans l'institution d'immunologie, une des plus en vogue aux États-Unis, puis je m'en vais au Mount Sinai School of Medicine. Et c'est là que j'ai rencontré Gwen Randolph, qui est une femme exceptionnelle, un peu tough, mais exceptionnelle, qui a aussi un PhD. Puis elle, Gwen, elle est issue du laboratoire de Ralph Simon, qui est aussi le prix Nobel de médecine dans son cas de 2011. Et c'est le seul prix Nobel post-mortem. Il est décédé un vendredi. Il a obtenu son prix Nobel un lundi. Donc, avec Gwen, j'ai travaillé sur la mobilisation des cellules immunes et du cholestérol en dehors des tissus périphériques. En 2014, j'ai été recrutée à l'Institut de cardiologie de Montréal, là où j'ai établi un laboratoire qui visait à comprendre le rôle du système lymphatique dans les maladies cardiovasculaires. Donc, il y avait beaucoup d'études qui étaient sorties, particulièrement concernant le HDL, qui est le bon cholestérol, et qui nous amenaient à croire que d'augmenter le bon cholestérol, le HDL, était pour nous permettre de diminuer le cholestérol accumulé dans la paroi des vaisseaux sanguins et donc de diminuer la prévalence des maladies cardiovasculaires. Malgré les milliards qui ont été injectés dans l'industrie pharmaceutique à cet effet, les résultats se sont avérés plutôt décevants. Dans notre cas, ce qu'on s'est dit, c'est au lieu de s'intéresser, comme plusieurs laboratoires font, à la protéomique du HDL ou à la composition de la plaque, pourquoi ne pas s'intéresser à la capacité du cholestérol ou de l'inflammation? Parce qu'on sait maintenant que l'athérosclérose est une maladie des lipoprotéines, mais aussi de l'inflammation. Donc, pourquoi on ne s'intéresserait pas à la capacité du cholestérol et de l'inflammation à sortir de la paroi des vaisseaux sanguins? Par quel mécanisme, par quelle route vont passer ce cholestérol et ces cellules inflammatoires ou ces fragments de cellules inflammatoires, tels les microparticules? Donc, c'est là-dessus que mon laboratoire travaille. Et la première étudiante que j'ai recrutée, c'était un amour, la meilleure étudiante qu'on peut recruter à part Véro. Et puis, c'était Andrea Milassan. Donc, Andrea est arrivée dans mon laboratoire par hasard parce qu'elle avait envoyé son CV à l'Institut de cardiologie de Montréal. Puis ça ne s'était pas bien passé pendant la première année de sa maîtrise. Donc, les chercheurs ne la voulaient pas vraiment dans leur laboratoire. Ils se sont dit, ah, elle s'est brûlée, ça n'allait pas trop bien la première année de sa maîtrise. Bien, moi, je n'avais comme pas le choix, fait que je l'ai pris. Mais c'était la fille qui travaille le plus au monde et vraiment, si je n'avais pas eu Andrea quand j'ai starté mon labo, j'en serais pas où j'en suis présentement. C'est sûr qu'Andrea, elle avait moi comme collègue, comme boss, comme étudiante et comme technicienne, fait qu'elle était comme forcée de travailler avec moi 12 heures par jour au laboratoire. Fait que ça a été un PhD très productif parce qu'elle a commencé à la maîtrise, mais elle a décidé de faire son PhD avec moi par la suite. Ici, je vous montre un échantillon des étudiants au bac, à la maîtrise, au doc, au postdoc que j'ai recrutés au fil des années. En 2018, grâce au dur labeur de toutes ces personnes-là, parce qu'on ne se cachera pas que le succès d'un labo, ce n'est pas juste le succès du chercheur, mais c'est le succès de l'équipe, j'ai pu obtenir une chaire de recherche du Canada sur les lymphatiques et les maladies cardiovasculaires. J'ai aussi obtenu ce bébé qui s'appelle Maxence en 2018, qui était ma plus grande fierté, et ce bébé-là en 2021 qui s'appelle Arnaud, qui est aussi ma fierté ex aequo, parce qu'il n'y en a pas un qu'on aime plus que l'autre. Et voici la composition de mon très petit laboratoire actuel, mais avec des gens de très haute qualité, Nolwenn Tessier, Julie Guillemette, Thalie Latendresse et Justin Benoît. Donc, ça veut dire quoi faire de la recherche? Ça, c'est Maxence habillé en Spider-Man. Là, aujourd'hui, c'est les Pokémon, mais je trouvais que c'était plus à propos Spider-Man. Donc, pour moi, faire de la recherche quand j'étais au cégep ou à l'université, pour moi, ça voulait dire être un super-héros. Parce que sans recherche, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas une bonne connaissance des mécanismes physiopathologiques des maladies. Il n'y a rien de ça. La recherche, c'est essentiel. Puis là, ce que je vais vous montrer, ce n'est pas très scientifique, mais c'est une définition de Wikipédia qui dit que la recherche scientifique est en premier lieu l'ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques.
Je pense que c'est une définition totalement véridique. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est encore pire. Je n'aurais jamais pensé dans ma vie vous montrer une citation d'un des membres du cabinet ministériel du ministre Legault. Mais voilà, je pense que c'est important de citer ça ici parce que la recherche, moi, ce qui me branche en recherche, c'est vraiment d'appliquer nos connaissances, de mettre sur papier ce qui nous tient à cœur, ce qu'on a aussi dans la tête. Donc, ce que la ministre Derry a dit récemment, je pense que ça prend tout son sens, c'est-à-dire que la censure inhibe la pensée et la réflexion sous l'emprise de la peur entrave la poursuite de l'excellence qui est au cœur de la mission universitaire. Ça, nos hautes instances universitaires devraient garder ça en tête. Donc, c'est quoi être chercheur concrètement? Bien, c'est être polyvalent. Nous, dans le labo, on utilise le Google Agenda. Comme vous voyez, je fais beaucoup de micromanagement dans le labo. Je n'ai pas eu de plainte à date, mais bref. Donc, c'est avoir des journées très, très, très remplies, mais aussi, vous voyez bébé symphonique en bas, c'est essayer de garder un peu un équilibre avec la famille. Ça, c'est des exemples de comités ou d'activités que je fais à part de gérer mon laboratoire. Donc, oui, au baccalauréat, vous êtes formé en sciences. Ce que j'allais dire, c'est mais vous avez aussi beaucoup d'autres activités à faire. Ce que j'ai mis en jaune, c'est les activités qui me tiennent vraiment à cœur. Mais est-ce qu'il y a de quoi de plus hot pour un scientifique, puis ça, c'est la dernière ligne en bas ici, d'avoir accès aux innovations des autres pays en première ligne? Donc, je me fais contacter, vu qu'on a un domaine de recherche très, très précis, je me fais souvent contacter pour réviser des demandes de fonds, des projets de d'autres pays, comme par exemple la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la France, la Pologne. Ça, c'est exceptionnel de pouvoir faire ça. On est aux premières lignes des connaissances scientifiques. C'est vraiment génial. Donc, oui, avoir un laboratoire, être professeur, chercheur à l'Université de Montréal ou ailleurs, c'est oui, faire de la recherche, réfléchir à des projets de recherche, s'impliquer dans plein de choses dans notre communauté scientifique locale, nationale, internationale, mais c'est avant tout former les étudiants, et pas juste en enseignant, mais former les étudiants en laboratoire. Puis, comment est-ce qu'on va arriver à former autant de gens et à les aider à trouver leur voie? Parce que moi, c'est vraiment ça ma mission. Puis, ce qui m'a stressée tout le temps de mes études postdoctorales, c'était est-ce que je vais être capable d'être une bonne boss, une bonne directrice de recherche? J'ai un collègue qui m'a prêté ce livre qui, je pourrais vous dire qu'il est fantastique le livre, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire, fait que je suis sûre qu'il est très bon. Fait que moi, comme directrice de recherche, il est encore dans ma tablette chez nous, comme directrice de recherche, je veux que les étudiants travaillent fort. Par contre, je ne veux pas qu'ils se sentent comme en prison. Puis ça, ce n'est pas une vraie prison. Je l'ai amené après un congrès à Alcatraz, à San Francisco. Elle a quand même eu du fun, mais c'est une très bonne comédienne aussi. Donc, pour ça, j'essaie d'établir un équilibre dans le laboratoire. Tu sais, oui, c'est sûr, je vais adopter la devise « work hard, play hard ». Je veux que la gang travaille fort, mais aussi qu'ils s'amusent. Ça, ce n'est pas juste des étudiants de mon labo, parce que j'aime aussi qu'ils fassent des interactions avec d'autres gens. Il y a, par exemple, à l'extrême gauche, David Busseuil, qui est présentement directeur de la biobanque à l'Institut de cardiologie de Montréal. Donc, j'essaie de faire en sorte que mes étudiants aient un esprit sain dans un corps sain, même si ça ne paraît pas trop ici à la cabane à sucre. Ils ont des drôles de tête là-dessus. On va à des fêtes organisées par l'Institut de cardiologie et aussi aux fêtes organisées par les congrès scientifiques. Je pense que c'est important dans le laboratoire, c'est ce que j'essaie de faire, d'identifier les forces et les faiblesses de chacun des étudiants dans le but de les aider à se développer. Chacun a une raison de faire une maîtrise ou un doctorat. Ce n'est pas vrai que les gens sont là juste pour aller chercheurs. Ils peuvent avoir d'autres intérêts. Il faut aussi aller aider les gens, puis essayer de leur donner confiance en leurs moyens. J'ai eu beaucoup d'étudiants, par exemple, celui en haut à gauche qui a une drôle de tête là-dessus, mais qu'en réalité, c'est un très beau jeune homme. Là, donc, il faut écouter les étudiants. Ces étudiants, au terme du bac, de la maîtrise, du doc, veulent aller en médecine vétérinaire, en pharmacie ou faire un MBA, il faut leur donner les outils. Un exemple concret de ça, c'est Laurent, qui est étudiant ici. Il me disait, Catherine, moi, j'aimerais ça, au terme de ma maîtrise, aller en médecine vétérinaire. Bien, qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement, j'ai appelé une de mes amies qui était vétérinaire. Je lui ai dit, Isabelle, est-ce que tu serais enclin à prendre un étudiant dans ta clinique de médecine vétérinaire les week-ends comme sage d'observation? Elle a dit, bien sûr, Catherine. Donc, j'ai offert cette opportunité. En plus, je l'ai mis sur le comité de déontologie animale sur lequel j'étais. J'ai essayé de donner tous les outils possibles. Bien, savez-vous quoi? Au terme de sa maîtrise, il a été sélectionné en médecine vétérinaire, puis il est super heureux. On est encore en contact aujourd'hui. Même chose pour Andrea Milassan, que vous voyez ici, qui est ma super étudiante. À la fin de son doctorat, elle m'a dit, Catherine, moi, j'aime ça, l'industrie, puis j'aimerais ça m'en aller là-dedans. Tu m'as donné confiance en moi pour faire les présentations. Tu m'as donné les outils que j'avais besoin. Maintenant, j'aimerais ça aller faire un MBA. J'ai dit, Andrea, pas de problème, c'est une fille super productive, très, très structurée. Bien, la dernière année de son doctorat, elle a fait à temps partiel un MBA, puis maintenant, elle est engagée au terme de son stage chez Novartis et il travaille, elle fait un salaire plus élevé que le mien. Donc, il y a aussi, en ce moment, dans le labo, on a Nolwenn Tessier qui, elle, son objectif, c'était de devenir
de devenir maître de conf en France. Donc, en ce moment, Nolwenn, quand j'ai eu à prendre mes congés de maternité, au lieu de dire à la faculté « non, je ne veux pas donner les cours enseignés », c'est Nolwenn qui les a donnés à ma place. Elle était très heureuse, très appréciée. Elle s'est même fait applaudir au terme d'un cours, ce qui n'est jamais arrivé dans mon cas. Mais bon. Puis, ce que je voulais montrer ici, ça fait peut-être un peu cheesy, pardon, je retourne ici, mais moi, quand je reçois des photos comme ça de mes étudiants, OK, qui s'installent dans mon bureau puis qui ne me le disent pas, mais qui célèbrent, par exemple, l'obtention des demandes de fonds ou qui célèbrent mon retour après un congé de maternité puis qui m'envoient des ballons qui disent « We missed you », c'est sûr que ça fait chaud au cœur puis je me dis « J'ai peut-être réussi ma job à quelque part ». Ils n'auront peut-être pas de job, mais ils vont être heureux dans leur cœur, ça, c'est sûr. Donc, avoir un laboratoire, c'est un processus continu. Oui, c'est de maintenir un bon esprit d'équipe, être présent pour les stagiaires dans la joie, mais aussi dans les défis et les peines. Souligner les succès, mais aussi les efforts, jusqu'à ce que votre compte en banque le permette, parce que c'est une soumission de papier, une première révision de papier, une deuxième révision de papier, là, ça finit par coûter cher des restaurants. Ensuite, c'est être reconnaissant. Envers les étudiants, ils travaillent tellement fort, je pense que c'est important de souligner leur travail qu'ils font. Puis aussi, ce que j'enseigne aux étudiants, c'est de mettre en valeur les découvertes qui ont inspiré votre travail. Souvent, ce n'est pas vrai que c'est vous qui avez eu l'idée instigatrice de vos projets de recherche en premier. Dans mon cas, il y avait ce charmant jeune homme nommé Gérald Lemaude qui, lui, en 1981, l'année de ma naissance, c'est peut-être un hasard, avait décrit dans une revue scientifique que les vaisseaux lymphatiques auraient probablement un rôle prépondérant dans la clairance du cholestérol et de l'inflammation des vaisseaux sanguins. Eh bien, il ne pouvait pas le tester. Il était chirurgien cardiaque à Temple University, mais il a émis cette hypothèse-là. Puis moi, à chaque fois que je publiais mes papiers, puis même encore aujourd'hui, je souligne ce fait-là, que ça a été le premier à instiguer cette idée géniale. Eh bien, Dr. Lemaude, un jour, m'a appelé dans mon bureau, puis il me dit, il n'y a pas très longtemps, juste au début de la pandémie, il m'a dit « Catherine, je te remercie sincèrement de prendre en considération mon travail puis de baser ton travail là-dessus. J'aimerais t'offrir du seeding money pour faire un projet à saveur transactionnelle. » Donc, depuis 7 ans, il m'envoie entre 2 000 et 25 000 US par année juste pour me dire « Bravo, continue ta recherche. » Fait que je suis très contente de ça. Puis en plus, il m'a invité à donner une conférence à son université alma mater, Temple University, dans laquelle il a créé un centre intégré pour les lymphatiques. Et maintenant, je suis adjunct professeur à l'université Temple, justement. Les événements de la vie, un peu comme mes collègues disaient, oui, c'est sûr que les événements de la vie vont ralentir vos progressions scientifiques. C'est quand le bon timing pour avoir des enfants? Est-ce que c'est pendant le PhD, pendant le postdoc, pendant qu'on commence notre carrière de chercheur? Est-ce qu'il faut travailler enceinte ou pas? On est-tu folle si on continue à travailler? Est-ce qu'on va perdre la crédibilité si on arrête de travailler momentanément? Dans mon cas, à moi, j'ai continué à travailler. Je me disais, je vais arrêter 1 semaine avant d'accoucher, mais évidemment, mes 2 bébés sont nés 1 semaine avant que j'étais supposée d'accoucher. Donc, j'ai eu 1 journée de congé pour les 2. Donc, c'est aussi d'essayer de trouver, avant tout ça, les ressources pour vous aider à cheminer là-dedans. Congé parental, je pense que oui, c'est important de le prendre. C'est quoi la durée qu'il faut prendre quand on commence son laboratoire? Parce que j'ai eu mes enfants, moi, en commençant le laboratoire. Eh bien, il n'y a pas de réponse parfaite à ça, je pense. Dans mon cas, j'ai pris 6 mois, mais après 2 jours, comme vous allez voir ici, je faisais un lab meeting dans mon salon. Le bébé est en dessous de mon châle d'allaitement. Ici, on voit les petits pieds qui dépassent. Donc ça, c'est 2 jours après la naissance de Maxence, lab meeting dans mon salon. Fait que non, on ne peut pas quitter notre labo. Malheureusement, et on ne peut pas non plus avoir un timing parfait, d'avoir un assistant de recherche qui va take over le labo pendant votre congé de maternité. Quand tu n'as pas le financement, tu n'as pas le financement, donc tout est à refaire après. La productivité diminue, sauf que les gens qui sont dans le laboratoire, ils doivent continuer à être payés. Les organismes subventionnaires n'ont pas tout à fait compris. Donc, je disais ici, pouvez-vous être loin du laboratoire, arrêter? Est-ce que vous devez arrêter de rayonner au niveau international? Je pense que la réponse est non. Ici, c'est moi qui prends l'avion avec mon bébé Maxence de 8 semaines jusqu'à Los Angeles parce que j'avais préparé un congrès l'année d'avant que j'organisais et je voulais le mener à terme. Ici, vous pouvez voir un lab meeting que j'ai fait à 5 mois avec bébé Arnaud. Dans ce cas-là, Zoom a facilité beaucoup de choses. Par contre, c'est sûr que la gestion du labo n'est pas la même. Ça, c'est finalement au congrès que je dirigeais à San Francisco avec bébé Maxence qui a très bien fait ça. Puis ça, c'est une présentation que j'ai faite au International Society of Atherosclerosis. J'ai été invitée pour donner une conférence internationale. Bébé avait 12 mois. Il n'était pas question que je dise non. Zoom n'était pas encore là dans ce temps-là. Je suis allée avec mon mari. Les maris, comme vous avez dit précédemment aussi, sont super importants. Choisissez bien votre mari, les filles, parce que vraiment, vous n'avez pas besoin de vous marier non plus. Là. Je ne suis pas mariée et totalement heureuse, même si je vis dans le vice, mais ça va très bien. Donc, c'est important d'essayer de partager votre congé de maternité avec votre conjoint aussi. Les organismes subventionnaires, ils ont vraiment du chemin à faire parce que oui, ils nous permettent de prolonger puis Sophie me corrigera si je me trompe, mais d'étirer la possibilité d'utiliser les fonds. Par contre, ils ne donnent pas pour la plupart des fonds supplémentaires. Donc, c'est quand même
un enjeu si important. Je ne veux pas prendre trop de votre temps. Avoir des enfants en bas âge, ça veut dire arrêter de travailler 12 heures par jour. Ça veut dire arrêter d'aller aux réunions à 17 heures parce qu'il faut aller chercher les bébés aux garderies. Fait que là, on essaie de convaincre les gens des comités de ne pas faire les réunions à 17 heures. Ce n'est pas toujours possible. Ici, c'est Maxence qui a pris une photo d'Arnaud et moi. On voit l'ordinateur en arrière. Je n'ai pas eu le choix. Je coupais mes légumes avec l'ordinateur, le bébé, puis l'autre qui jouait sur mon téléphone, qui est rendu un très bon photographe pour le coup. C'est de trouver une garderie près du laboratoire. Fait que c'est sûr que j'ai une pensée pour l'événement tragique qui est arrivé hier. C'est aussi des garderies qui sont fermées momentanément. Par exemple, pendant la COVID, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On essaye de faire de la sous-traitance avec nos enfants dans le laboratoire. On n'a pas vraiment le choix. C'est Maxence qui est rendu un pro de la cytométrie en flux. Évidemment, quand on retourne travailler après 4-6 mois, on a besoin de s'exprimer le lait, on a besoin de se tirer du lait. On aurait besoin de salle, un peu d'intimité dans le milieu de travail pour pouvoir faire tout ça. Et surtout, moi, j'avais demandé à la fin de ma grossesse d'avoir accès à un stationnement au cas où que j'accouche éventuellement à pied pendant mon 2,5 km. On n'a jamais voulu me le donner. Je trouve ça un peu déplorable. Même chose avec des bébés en bas âge. Je viens avec ma poussette pour laquelle j'ai presque dû prendre une deuxième hypothèque d'ailleurs, parce que pour aller dans la neige, il faut que ce soit une poussette de très grande qualité. Et puis, je vais terminer cette diapo-là en vous citant, et je me suis permis de faire une traduction libre du français ici. Gwen Randolph, mon ancienne chef, mon ancienne directrice de postdoc, a publié un article super intéressant dans JXMed il y a quelques mois. Et puis, en gros, elle dit que les institutions de recherche doivent développer des systèmes efficaces pour reconnaître et écouter attentivement et travailler avec le groupe et la personne pour rechercher une solution lorsque des problèmes surviennent. Mais surtout, elle dit aux organismes subventionnaires et aux universités, soyez généreux, mais laissez la femme choisir. Et assurez-vous toujours que le lieu de travail soit convivial pour les mères qui travaillent, comme station d'expression du lait, option de garde d'enfants lors des conférences, ou payer pour le conjoint qui voyage. Mon conjoint est venu avec moi. Oui, moi, mon billet était payé, mais le sien, non. J'ai dû débourser pour lui. Donc, ensuite, autoriser les bébés au bureau lorsque cela est possible. Moi, je l'ai fait pareil. Un seul modèle ne convient pas à tous, mais c'est impératif d'avoir des options de soutien pour tous et toutes. Surtout, les filles, n'ayez pas peur de demander, osez. Ça, c'est les 3 premières années de mon laboratoire. J'étais là-dedans, puis je ne sais pas pourquoi, j'ai comme recruté les 3 personnes les plus costaudes de l'Université de Montréal dans mon labo. Fait que là, on était en voie de déménager dans un labo plus grand. J'ai demandé. Après 3 ans, ça a fini par marcher. Vous le méritez, dites-vous ça. Puis, je finis avec ça. Depuis que j'ai mon laboratoire, j'ai fait plusieurs présentations scientifiques dans des conférences internationales, nationales, mais ce qui me rend le plus fière, c'est de faire des conférences comme celle-ci, qui peut permettre d'inspirer d'autres jeunes femmes à faire de la recherche et à aller en sciences. Ça, c'est une conférence que j'ai donnée dans le cadre des 20 fromages de sciences biomédicales. Et puis, j'ai pu inspirer des gens tellement que Thalie Latendresse a décidé de joindre mon laboratoire et Justin Benoît continue à faire un travail exceptionnel dans le labo. Donc, si vos actions en inspirent d'autres à rêver plus, à apprendre plus, à faire plus et à devenir plus, les filles, vous avez réussi, vous êtes une leader. Alors là-dessus, merci. You can do this. Merci. Merci beaucoup, Dr. Martel. Donc, on va passer à notre dernière conférencière. Donc, Dr. Ducharme est professeure titulaire au département de pédiatrie et de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal. Elle est pédiatre, épidémiologiste clinique et responsable de la clinique d'asthme au Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine. Elle a une carrière productive, non seulement en tant que médecin pour soigner les enfants asthmatiques, mais également en tant que professeur, mentor de recherche et chercheur. Son programme de recherche vise à améliorer la qualité de vie des enfants asthmatiques en améliorant leur diagnostic, prise en charge et devenir à long terme. Elle a publié plus de 225 articles revus par des comités de pairs et elle a reçu de nombreux prix de carrière pour souligner sa contribution exceptionnelle à l'amélioration des soins des enfants asthmatiques. Après avoir été co-auteure des lignes directrices canadiennes pour le traitement de l'asthme chez l'enfant et chez l'adulte dans les dernières 20 années, elle siège présentement sur le comité scientifique du Global Initiative for Asthma. C'est donc avec grand plaisir que je cède la parole à Dr. Francine Ducharme. Merci beaucoup pour l'introduction, pour l'invitation. Puis, mon Dieu, je vais essayer de faire aussi bien que vous, là. Ça va être difficile de vous rejoindre. Je voulais juste un petit peu vous parler de qui je suis. Alors, moi, je suis née d'une famille de 5 enfants. Je suis la 3e. J'ai appris à marcher en me faisant donner des jambettes. Donc, j'ai appris à tomber. J'ai appris à me relever. J'ai appris la persévérance. Ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Mon papa était chirurgien pédiatrique à Sainte-Justine. C'était le premier chirurgien pédiatrique formé pour les enfants dans la province de Québec.
C'est mon héros. Il m'a tout montré. Il m'a montré comment respecter tout le monde, du garçon d'ascenseur jusqu'au chef de département. Il m'a montré comment examiner des enfants, mettant un doigt dans le rectum sans les faire pleurer. J'ai tout appris de lui. Et ma mère, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Alors, ma mère, elle a brisé le plafond de verre. Comme une des mamans de vous, ma mère était une de 3 filles sur 200 en médecine dans les années 50. Elle a commencé sa médecine et puis elle s'est mariée. Dans ce temps-là, on arrêtait de travailler dans ce temps-là, donc elle a arrêté d'étudier. Elle a travaillé comme institutrice pour 1 an pour faire de l'argent, pour permettre à mon père de poursuivre sa carrière. Mais, oh mon Dieu, est-ce qu'on peut arrêter? Il y a le timing qui est automatique là-dessus. Mais je vais continuer pendant que vous arrêtez. Il y a juste arrêté le... Vous ne pouvez pas le faire? Non. Okay. Parfait, c'est pas grave, mais je vais parler pendant que vous refaites le show. Et puis finalement, elle a fait un MBA quand elle a en 50 ans, puis elle a une belle position à la Croix-Rouge par la suite. Mais on avait les mêmes attentes, garçons et filles, dans la maison. Mêmes attentes du point de vue sport, du point de vue études, du point de vue activité. Il n'y avait aucune limite. Moi, je n'avais aucune idée qu'il faut avoir une discrimination homme-femme. Jamais. Quand je suis sortie de la maison, là, c'était alors là, je vais continuer à parler parce que ça n'avance plus. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre diapositive? Ah oui, alors qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais jeune? Moi, au début, je voulais être un clown. Puis après, j'étais pas mal bonne en maths au secondaire, puis au secondaire, puis au cégep. Donc, j'ai décidé d'être... ça va trop vite, là. J'ai décidé d'être mathématicienne. Puis à la fin de mon cégep, je me suis dit, non, ce que j'aime vraiment, là, c'est la médecine. J'étais prof de ski, prof de natation. J'adorais les petits-enfants. Donc, j'ai décidé d'aller en pédiatrie. Alors là, j'ai appliqué à l'Université de Montréal. Juste une application. Maintenant, les gens font 25 applications en plein... Je suis super naïve, j'en ai juste appliqué une. Mais j'ai quand même eu 2 entrevues. Donc, ils n'étaient pas sûrs de leur coup. C'était l'affaire continue tout seul. Hein. Je vais revenir en arrière, je m'excuse. Donc, j'ai eu 2 entrevues. La première entrevue, c'est des entrevues 1 à 1. Puis le monsieur, il me parlait de sortes de questions. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu connais-tu la musique classique? Moi, j'ai étudié au public. Hein. Je ne connaissais rien, je n'avais pas de culture. Alors, la musique classique, non. Alors là, il s'est levé pour arroser des plantes, puis j'ai arrosé ses plantes à sa place. Puis là, j'ai eu une 2e entrevue. Je suis super naïve. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais 2 entrevues. Tu sais. Finalement, ils n'étaient pas sûrs de leur coup avec moi le premier coup. Finalement, le 2e médecin il a dit, regarde, il n'y a pas de problème. Là, retourne chez toi, inquiète-toi pas. Là, je suis rentrée en médecine. J'ai fait ma résidence en pédiatrie à l'Université de Montréal. Puis après, j'allais faire une maîtrise en épidémiologie biostat à McGill. J'ai eu 3 grands défis professionnels dans ma carrière. Le premier, c'est le choix de ma surspécialité, donc après avoir terminé ma pédiatrie. Et j'hésitais entre intensiviste, urgentologue, pneumologue, puis gastro-entérologue. Donc, je suis allée voir mon mentor, qui était Jacques Lacroix, qui l'est encore, en fait. Puis là, je lui ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Puis il dit, pourquoi tu t'en vas pas en recherche? Tu vas pouvoir étudier un petit peu dans toutes ces affaires-là. Je dis, bonne idée. Alors là, je suis rentrée en recherche. Donc, j'ai fait ma maîtrise en épidémiologie biostatistique à McGill. J'ai complété ma formation à San Francisco. Puis là, je suis revenue. Puis là, j'avais un choix d'institution. Soit l'Université de Montréal, parce que j'avais 2 offres, une Université de Montréal, une Université McGill. Donc, moi, je voulais revenir à l'Université de Montréal. Donc, je vais avoir l'Université de Montréal. Je voulais être chercheur clinicien. Donc, 50 % de temps en recherche, 50 % de temps en clinique. Puis, je vais travailler 4 jours semaine. Puis, j'avais 2 petits-enfants. Là, je viens d'accoucher de mon dernier. Mon 2e. J'en ai eu 2 autres après. Et puis, donc là, je suis allée voir l'Université de Montréal. Puis, on dit, je vais te donner une vacation de 2 000 $ par année. Donc, 2 000 $ par année pour payer 50 % de mon temps en recherche pendant 52 semaines. Et il a dit, bien là, si tu travailles à l'urgence, ça va faire tellement d'argent que tu vas pouvoir financer ton temps en recherche. Alors là, je vais voir les gens d'urgence, puis je dis, bien là, tu vas prendre les chiffres que personne ne veut avoir, que tu ne fais pas d'argent, comme le lundi matin. Je dis, bon. Alors là, je vais voir à McGill, puis l'autre, il m'offrait un salaire universitaire qui incluait remboursement, pas universitaire, hospitalier. Puis là, j'avais mon remboursement pour mes activités cliniques et mes activités de recherche. J'avais même un bureau et même un ordinateur. Donc là, j'ai dit à mon père, qu'est-ce que je fais? Il dit, Francine, tu n'as pas le choix, là. Je choisis McGill. Évidemment, il m'offrait 60 000 $. La moyenne de la profession, c'est 120 000 $. Je me suis rendu compte plus tard que j'étais un outlier dans l'argent que je recevais, mais en tout cas. Et puis, le 3e gros défi, ça a été mon changement d'institution de McGill à l'Université de Montréal. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, je voulais juste parler un petit peu des leçons professionnelles que moi j'ai apprises. D'abord, identifie tes besoins. Ne demande rien de moins que ce dont tu as besoin.
Donc, don't ask for anything else than you need. Ça m'a servi quand j'écrivais mes budgets pour mes demandes de bourse, quand j'allais demander au chef de département des choses. On a besoin d'avoir les outils pour bien travailler. Si tu ne demandes rien, tu ne recevras rien. Donc, il faut aller demander. La seule exception, ça a été ma première demande au MRC, le Medical Research Council of Canada, l'ancêtre des IRSC, où, comme je venais de finir ma maîtrise en biostatistique, je n'avais pas mis une ligne avec un montant pour l'analyse biostatistique de mon étude. Puis là, les gens ont dit, mais pauvre, elle a oublié ça. Puis là, ils m'ont donné un 5 000 $ de plus. C'est jamais arrivé après. T'sais. Mais j'ai compris, par contre, que même si tu sais faire quelque chose, ce n'est pas nécessaire que toi, tu le fasses. Ça vaut la peine d'être capable de déléguer. Puis finalement, ce que je dis à mes étudiants, c'est fais ce que juste toi peux faire. Puis tu délègues aux autres. Puis là, comme biostatisticienne, je peux revoir comment ils font, si on fait une bonne analyse. Deuxième chose, n'accepte pas un second best. Donc moi, je dis toujours à mon équipe de recherche, vous êtes ma bouteille de ketchup. Alors, vous comprenez probablement pas, mais il y a très longtemps, peut-être 15-20 ans, il y avait une annonce, quelqu'un qui était dans Saint-Valentin, un homme puis une femme. Puis là, l'homme fait venir le serveur puis dit « change la bouteille ». Il ne voulait pas avoir la bouteille sans nom, il voulait avoir la bouteille de ketchup, la vraie. Puis là, la femme a dit « pourquoi tu fais ça ?» Puis là, il met sa main sur sa main puis dit « I don't settle for second best ». Alors, moi, je me suis toujours entourée d'étudiants, d'assistants de recherche qui avaient la compétence que j'avais besoin. Attends une minute, je pense que ça va trop vite. Ah oui, arrive avec des solutions, pas juste des problèmes. Donc, j'allais voir mon chef de département, puis je disais, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Puis, à un moment donné, il dit, Francine, apportons des solutions plutôt que des problèmes. Je dis, pour la résolution de problèmes, c'est vraiment bien. Alors, arrive avec des problèmes, trouve tes solutions, puis va les proposer. Saisis les opportunités. Donc, bien sûr, il faut se retourner des fois sur un 30 sous pour des nouvelles initiatives de recherche des IRSC du FRQS. Dans ce temps-là, on travaillait en silo. Donc là, le FRQS a décidé de faire des groupes. Puis après, les groupes qui étaient assez gros devenaient des réseaux. Puis là, subventionnaient des réseaux pour qu'on travaille ensemble. Donc là, j'ai eu la chance de rentrer dans différents groupes et réseaux, des groupes nationaux, des groupes internationaux. Mais ce qui m'a le plus aidé, c'est aider la collaboration Cochrane. Donc, j'ai été invitée en 1996 à participer à un groupe d'exploration pour voir, on part-tu un groupe de Cochrane sur le Airways Review Group. Cochrane, c'est une organisation internationale bénévole où on apprend à faire des revues systématiques de la littérature, une méta-analyse, on identifie l'état des connaissances tel que publié, puis là, on identifie aussi des gaps in knowledge, donc des choses qu'on ne sait pas, les fossés. Puis moi, j'ai construit ma carrière de recherche avec des projets pour répondre aux fossés. Alors, c'était facile, pas facile, c'est toujours difficile, mais c'était stratégique, c'est attirant, un genre de proposition comme ça, quand tout était fait, puis disait, bien, c'est ça qu'on ne sait pas, puis voici ce que je vous propose pour répondre à la question. Saisis des opportunités, mais il y a un match entre l'individu puis avec le milieu de travail. Quand je suis arrivée à McGill, le match était très bien. J'ai développé mon réseau de recherche, donc mes réseaux de collaborateurs, mon infrastructure, l'informatique, équipement personnel. J'ai développé une base de données de la recherche de la clinique d'Aspe qui était liée avec les bases de données hospitalières et gouvernementales. Donc, je vais faire plein d'études real life. J'avais des fonds de recherche, à la fois des organismes subventionnaires et des dons. J'étais membre du comité directeur du centre d'asthme. J'avais une belle clientèle. Puis là, j'ai eu l'opportunité, en proposant, de développer 3 programmes de recherche qui m'ont tenu, pas nécessairement de recherche, mais en tout cas, un programme de recherche sur le traitement de l'asthme, un programme de recherche clinique sur l'abandon du tabagisme pour les adolescents et les patients d'enfants asthmatiques, et un programme d'exposition à la recherche pour les résidents en pédiatrie qui a été vraiment un succès. Les étudiants produisaient super bien. Et puis, là, il a commencé à avoir beaucoup d'irritants, surtout au niveau de la vision de la recherche là-bas. Alors là, les jeunes chercheurs venaient me voir et me disaient « Francine, j'ai de la misère à voir ça. » Puis ils disaient « Viens, on s'en va voir le directeur de recherche. » Puis le directeur de la recherche clinique disait « Ah, moi, j'ai jamais eu besoin de ça dans ma vie. Tu n'en as pas de besoin. » Alors là, puis moi, j'avais aucun pouvoir. J'étais juste un chercheur comme eux autres. J'étais aussi victime de mon succès. Alors, j'avais beaucoup de fonds, donc j'avais besoin d'engager du monde. J'avais besoin de plus d'espace. Puis là, il manquait d'espace. Puis finalement, j'étais une épine dans leur pied. Alors là, il y a quelqu'un qui m'a approché puis il a dit, écoute, qui tu verrais comme nouveau directeur de la recherche clinique? Puis je dis, mais moi, j'aimerais ça faire ça. Puis il dit, oui, mais à part toi. Alors là, ils ont renommé le monsieur de 73 ans pour un autre 4 ans. Celui qui disait, j'ai jamais besoin de ça, tu n'en auras pas de besoin. Là, j'ai dit, ça ne marche pas. Là, je savais qu'il y avait une position qui s'ouvrait pour directrice de la recherche clinique à Sainte-Justine. Alors, l'autre message que je voulais vous dire, c'est que tu peux créer des opportunités.
Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai invité Dr Lacroix puis, au restaurant, puis j'ai dit, je voulais juste vous dire merci. Merci de tout ce que vous avez fait pour moi. Grâce à vous, voici la carrière que j'ai, ça va super bien, c'est vous qui m'avez orienté, puis tout ça. Là, il était super content. Il est parti 3 semaines après. Le directeur du Centre de recherche de Sainte-Justine, Guy Rouleau, m'a appelé pour dire, écoute, on a un poste de directrice adjointe de la recherche clinique. Jean Rouleau, le doyen, m'a invité. Puis là, finalement, bien, j'ai dit oui, c'est ce que je voulais. Alors, je suis revenue. Donc, à Sainte-Justine, j'ai été obligée de tout repartir. Évidemment, c'est toujours une grosse décision parce que tu recommences ton réseau de collaborateurs. Ça n'a pas été toujours facile. Mais j'ai tout reparti ça. En plus, là, j'étais directrice adjointe de la recherche clinique, donc j'avais la possibilité d'aider les jeunes. Puis là, j'avais des infrastructures à partir. Alors, ça a bien été. La chose que je n'ai pas été capable de continuer, c'est le programme d'abandon du tabagisme. Ça ne marchait juste pas. Mais j'ai commencé le processus de revue interne des subventions de recherche. Ça a été un chiard au début parce que les gens disaient, bien, il n'est pas question que je dois soumettre ma subvention avant le deadline pour que quelqu'un ait le temps de le reviser, puis c'est gênant, puis qu'est-ce qu'il connaît sur mes affaires, puis tout ça. Puis, mon Dieu, il y a encore des... Non, et puis, alors là, j'ai dit, mais regarde, on va le faire parce que tout le monde le fait, toutes les autres universités le font, puis on est dans un désavantage. Si on ne le fait pas, on n'aura pas autant de succès. Puis la première année, j'ai donné les succès. Écoute, le succès a été vraiment resplendissant pour les jeunes, les juniors, le taux d'acceptation de bourses puis de subventions, et pour les gens plus avancés, et même pour les chercheurs qui étaient vraiment seniors. Donc, ça a bien marché. J'ai parti l'unité de recherche clinique appliquée, puis puis je vais dire, le programme d'exposition à la recherche, j'ai commencé ça à Sainte-Justine, puis je l'ai donné à une jeune chercheure qui venait d'arriver, ça faisait 2-3 ans. Je voulais qu'elle ait l'opportunité de briller, elle aussi. L'unité de recherche clinique, je l'ai passée à Dr Mans, un biostatisticien de renom quand il est arrivé. J'ai parti un programme de mentorat de recherche pendant la formation des fellows. Donc, quand les fellows partent en formation, pendant 1 an ou 2, qu'on puisse les guider avant qu'ils arrivent au centre de recherche. Puis au centre de recherche, c'est le centre de recherche qui prenait le mentorat. L'autre chose que je trouve qui est important pour nous, c'est d'offrir aux collègues et aux jeunes l'opportunité de rayonner. C'est give them the opportunity to shine aussi. Alors, on a eu ces opportunités-là, il faut les créer pour les donner pour les jeunes. Tu peux changer les orientations par la valeur de tes arguments et le suivi. Donc, un petit peu comme j'ai expliqué pour le programme de revue interne, mais à un moment donné, j'étais venue pour une promotion, puis moi, j'avais la moitié de mes publications, j'avais comme 60 publications, 30 qui étaient dans les publications électroniques, 30 non électroniques. Puis là, bien, le dinosaure dont je vous ai parlé, il regarde mon CV, puis là, il dit, mais là, ça vaut rien, ça, publication électronique, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, il a enlevé les 30, puis il a dit, bien là, elle n'est pas bonne pour une promotion. Et là, j'étais fâchée. Je m'en vais voir un de mes collègues qui s'appelait Bob Bourguette, puis là, j'explique ça. Il dit, Francine, don't get mad, get even. Puis pas de façon malicieuse, mais c'est pas en sortant nos sentiments qu'on va régler le problème. Il dit, ça vaut-tu quelque chose, les revues Cochrane? Je dis, oui, c'est l'équivalent de quoi? Du BMJ. Là, on avait le British Medical Journal. On est arrivé avec les preuves à l'appui. J'ai resoumis, ça passait. Donc, c'est sûr que des fois, on est émotionnel, ça, mais c'est pas avec les émotions qu'on règle les problèmes. C'est vraiment avec des faits puis avec le suivi. Ça continue encore, le petit fantôme, un instant, là. Vise et enseigne l'excellence. Mes parents m'ont montré ça, j'ai toujours continué ça. Écoute et respecte la compétence de tout le monde. Quand on met sur pied un projet de recherche, on a besoin de tout le monde. On a besoin de la réceptionniste qui approche les patients, qui soit au courant. On a besoin de l'infirmière, de l'allo. Tout le monde apporte sa compétence. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. Reconnais les conduites scientifiques et protège-toi-en. Puis je tenais à en parler. J'ai eu connaissance d'une étudiante qui avait écrit un abstract dans le cadre d'un projet d'été. Et puis, moi, j'avais affaire, j'ai dit, bien, tu travailles avec moi, quand tu finis ton projet, tu écris la première version de ton manuscrit, tu vas être premier auteur. Elle dit, c'est-tu vrai, ça? Je dis, bien oui. Ben, elle dit, je sais pas pourquoi tu me demandes ça. Ben, cet été, j'ai fait la même chose. Ah, pourquoi j'ai un masque à part ça? J'aurais dû enlever ça tout le long. Sauriez-tu me le dire? Et puis, parce que je regarde et ça n'entend pas trop bien, je suis montée. Puis là, elle m'a dit, oui, elle dit, moi, j'étais premier auteur, puis là, on soumettait l'abstract. Puis là, mon superviseur, qui lui était up for promotion, a enlevé mon nom comme premier auteur, puis l'a mis 3e. Puis là, moi, j'ai écrit l'article, puis ensuite... Merci. Puis ensuite, il a enlevé complètement mon nom. Alors, j'ai dit, déclare-le, ça n'a pas de bon sens. Puis là, elle dit, bien, je ne peux pas, il est dans une position d'autorité, il n'y avait pas d'autre façon là, de...
Mais là, je l'ai retenu, ça, puis j'ai dit, moi, je ne veux pas que cet homme-là soit sur des comités de révision de mon dossier. Alors, si vous êtes au courant des conduites, vous savez qu'il faut les déclarer. On a maintenant des processus où on peut bypass l'autorité, mais protégez-vous-en aussi. Reste fidèle à tes principes et ton intégrité. À un moment donné, la façon de publier les consensus canadiens, on avait décidé que c'était pour être une histoire de cas. Donc, on faisait le cas d'un patient en particulier, on faisait la revue de la littérature, puis là, on finissait avec les recommandations. C'était pas moi qui étais le lead sur le papier, c'était un de mes collègues, dont je travaillais avec lui, on travaillait super fort. Mais là, je me suis rendu compte que lui, ce qu'il voulait, c'est que ça soit ce qui fait qui était la recommandation et non pas ce qui était basé sur les données probantes. Puis on s'est parlé, je dis, tu ne peux pas faire ça. La recommandation doit être basée sur les données probantes, pas ce que toi, tu penses. Puis là, il a dit non, ça va être comme ça. J'ai dit, parfait, moi, je me retire de là. Enlève mon nom. Alors, la réputation, elle est difficile à établir, mais elle est très facile à perdre. Juste rapidement, des leçons personnelles que j'ai apprises. Alors, fais ce que tu aimes. Moi j'adore écrire. J'adore, j'ai un fauteuil, mon mari me prend des photos. J'adore écrire des projets de recherche, écrire les articles, revoir la littérature. On en a parlé, là, travaillez avec ce que vous aimez, faites ce que vous aimez. Voyons, ça va trop vite, cette affaire-là. Ne compromets pas le temps de qualité avec ta famille. Alors moi, quand j'arrivais à la maison, je fermais mon tiroir professionnel. J'étais une maman puis une femme. Les enfants étaient couchés. Je rouvrais mon tiroir professionnel, mais jamais j'ai laissé mes préoccupations de la journée interférer avec le temps de qualité que j'avais avec mes enfants. Partage et délègue les tâches familiales. Bon, c'est pas le meilleur exemple, là, parce que mon mari ne m'aide pas en tout dans la cuisine, mais là, il aide à lécher les batteurs. Là. Mais j'ai eu une aide domestique. J'avais, dans le temps, c'était avant les CPS, là, j'avais une gardienne à la maison qui m'aidait à faire le lavage, le ménage, même les repas. Mon mari, c'est un enfant unique, puis il avait dit, tu as le droit de travailler, mais je veux manger de ta cuisine. Alors là, le matin, à 5 heures du matin, je me levais, je pelais des patates, puis tout ça. Puis à un moment donné, ma gardienne a dit, tu sais, c'est moi qui pèle les patates, puis il ne saura pas, tu sais. Donne-moi ta recette, je vais le faire. Mais prendre du temps de recul de la roue qui tourne. On est dans une roue qui tourne à un moment donné, là, il faut vraiment, moi, c'est quand je prends des vacances, là, bon, les 2-3 premiers jours, là, je dors, là, puis après, là, c'est ça que je veux, là. Mes priorités sont-elles alignées comme il faut, là, puis ça vaut la peine de prendre du temps de recul. Réserve du temps pour toi. Moi, j'adore faire du ski d'hélicoptère. J'ai un mètre de neige là-dedans. L'hiver, l'été, c'est le vélo, la natation. Mais trouve ce que tu as besoin pour te récréer. Là, puis, il faut prendre du temps pour nous parce qu'on n'a pas souvent de temps. Apprends à négocier. J'ai pris un cours de Negotiation Skill à McGill. C'était le cours de formation complémentaire le plus important. Je n'ai jamais perdu une négociation, que ce soit quelque chose où on s'en va en voyage avec mon mari ou avec le chairman. On apprend à penser qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier, qu'est-ce qu'on ne sacrifiera jamais, mais on apprend à penser qu'est-ce que l'autre veut, qu'est-ce que lui serait prêt à sacrifier, qu'est-ce qu'il ne sacrifierait jamais. Puis vraiment, je n'ai jamais bridé. Tu mérites tes succès, ça, je tiens à le dire. Il y a plein de jeunes qui me viennent voir, surtout des femmes, qui disent, j'ai l'impression que je suis un imposteur. J'ai eu ça, mais je ne le mérite pas pour vraiment. Puis j'ai eu ce crédit-là, puis mes patients me trouvent bonne, mais je ne pense pas que je... Non, tu le mérites. Tu le mérites. Et savoure les retombées de ton travail. Moi, le plus important, c'est la santé des enfants. Moi, quand une maman me dit « Vous avez changé ma vie », ou quand un enfant me dit « Mais là, je suis capable de jouer au soccer, j'ai compté 2 buts en fin de semaine », pour moi, c'est vraiment les retombées les plus heureuses de mon travail. Et sur ça, je voulais vous dire, à la fin, ce qui compte, là, c'est la famille. Mon père me disait toujours, tu sais, je suis frustrée, puis tout ça, il dit « Francine, sur ton lit de mort, là, tu vas-tu y penser? À quoi tu vas y penser? » Non, sur mon lit de mort, je ne vais pas penser je vais penser à ma famille. Alors, j'ai 4 beaux enfants avec des conjoints. J'ai même 3 petits-enfants, Thomas, Léna et Léa. Il y en a un 4e en cours, mais je n'ai pas le droit de le dire. Et j'ai encore mes parents qui sont en santé. Alors, ce qui compte vraiment, ce n'est pas vraiment le travail. Merci. Alors, merci beaucoup pour ces belles présentations. Très inspirant de vous écouter partager votre carrière, puis aussi votre vie personnelle, puis tout ça en parallèle d'ailleurs. Je pense qu'on est toutes bien reconnaissantes pour tous vos conseils, puis tous vos partages d'aujourd'hui.
Donc, j'aimerais vous inviter aujourd'hui à débuter ensemble la session de questions. Donc, il y a 2 micros de chaque côté de la salle. Je vous invite à vous lever, que ce soit dynamique. Partagez vos questions aux présentatrices, puis ne pas vous gêner justement de le faire. Donc, si quelqu'un veut débuter. Sinon, je peux commencer aussi. OK. Donc, en fait, j'avais une question. C'est une question qui vraiment s'adresse à chacune d'entre vous. Donc, on va y aller une à la fois. C'est quoi le défi à travers votre carrière auquel vous avez fait face, qui vous a vraiment comme le plus marqué, je dirais, et comment vous diriez que vous en êtes sorti? Donc, je vais vous donner un peu de temps de réflexion parce que c'est quand même une grande question. Que ce soit la création de votre équipe de travail ou sinon les déménagements, la famille, le temps, psychologique, le mental. Oui. On peut tous répondre? Oui. Tous répondre? Oui, oui, oui. Moi, je pense que j'ai soulevé un peu le point pendant la présentation, mais c'est, on est formé en sciences, on n'est pas formé en gestion de budget, on n'est pas formé en gestion de personnel. Ouais. C'est, est-ce qu'on va être à la hauteur des attentes des organismes subventionnaires, de nos directeurs de recherche d'établissement et surtout de nos étudiants? C'est comme, surtout maintenant qu'il y a tellement peu d'étudiants, il y a moins d'étudiants qu'avant, je crois, qui visent les études graduées. Fait que c'est presque un concours de séduction à chaque fois qu'il y a un étudiant qui vient au bac dans le laboratoire. T'sais, est-ce qu'on va être à la hauteur de leurs attentes, de leurs objectifs de carrière? Moi, c'est ça qui m'a vraiment fait peur. Puis aussi le fait, un truc que je me suis fait reprocher, je me disais, il faut être proche des étudiants qui soient aptes à discuter de leurs ambitions, de leurs objectifs de carrière. Fait que j'étais comme très proche d'eux autres. Puis à un certain moment, je me suis fait dire par un collègue plus senior que j'étais trop friendly avec mes étudiants. Puis au moment où j'ai arrêté d'amener mes étudiants au restaurant, de féliciter leur succès, j'ai fait ça momentanément, bien, c'est là que mon laboratoire s'est mis à un petit peu moins bien. Fait que j'ai repris mes habitudes habituelles. C'est pour ça que j'ai dit, soyez vous-même. Finalement, en étant moi-même, puis en étant quand même convivial avec les étudiants, je ne vais pas prendre une bière avec eux autres le soir, mais je suis quand même convivial, j'essaie de souligner leur succès, puis je suis moi-même avec eux autres, puis ça continue à marcher. Fait que moi, ça a été ça mon petit secret, être moi-même. Merci. Merci pour ta réponse. Et puis, je suis d'accord aussi, tu l'avais mentionné, je pense, durant la présentation, de pas seulement souligner les succès, mais aussi les efforts qui se donnent. Je pense que je vois dans beaucoup de laboratoires, c'est quelque chose qui est oublié aujourd'hui. Oui. J'avais dit que changer d'institution, ça avait été un de mes gros défis, là, ça l'était, parce qu'il faut repartir tout à zéro. Et quand j'étais au Children, tout le monde le connaissait. J'arrivais quelque part avec un projet de recherche, puis, tu sais, oui, on embarque. Là, j'arrive à Sainte-Justine. Je venais d'avoir 1,5 million de fonds de recherche pour faire un projet à l'urgence. Et ce projet-là incluait, en fait, en gros, ce qu'on voulait, c'est voir c'est quoi les déterminants de non-réponse au traitement standard de l'asthme à l'urgence. Et puis, le traitement standard, ça impliquait des corticostéroïdes oraux sous la forme de dexaméthasone. Tout le monde l'utilisait dans la planète, sous forme de prénisone. Tout le monde l'utilisait dans la planète, sauf Sainte-Justine. Eux autres, ils avaient commencé à utiliser la dexaméthasone, qui, finalement, c'était très bon aussi, là, mais à ce moment-là, personne ne le savait. Donc, j'avais présenté le projet de recherche, puis je me souviens, le chef de l'urgence, il a dit, il n'y a pas un maudit de mes patients qui va rentrer dans ton projet de recherche. Puis là, j'étais là, tu sais, 1,5 million, si je veux recruter ailleurs qu'à Sainte-Justine, je vais-tu perdre mon projet de recherche? Alors là, je me suis dit, don't get mad, get even. Donc là, on a commencé le projet de recherche. Puis lui, il disait, c'est parce qu'ils vont tous vomir. Ils vont vomir, ça ne coûte pas bon, la pénisone. Alors là, tous les mois, je leur donnais le résultat de combien avaient vomi, moins de 5 en tout temps, et aussi le nombre de patients qui étaient éligibles au projet de recherche qui n'avaient pas participé, et ceux qui étaient éligibles qui avaient participé. Puis là, je regardais le taux d'hospitalisation à la fin de leur parcours. Alors, on avait un taux d'hospitalisation qui continuait à monter, qui était haut pour les patients qui ne participaient pas, puis qui était bas pour les autres. Puis là, j'envoyais ça chaque mois. Puis là, tranquillement, les autres médecins ont dit, ouais, on embarque les affaires. Mais ça a été recommencé à zéro. Puis, je pense que le meilleur, c'est pour ça que je tenais à le mettre, c'est allez-y avec des faits.
pas avec hey, maudit, j'aurais pu répondre, mais maudit, j'ai 1,5 million. Tu sais, juste avec des faits. Puis ça prend des faits puis des suivis. Merci pour ton conseil. Merci. Oui. Je peux aller. Pour moi, le plus gros défi a été d'obtenir le premier grand financement en tant que chercheur. Pour moi, c'était aux États-Unis, au National Institutes of Health, parce que c'est plate, mais c'est vrai que dès qu'on a de l'argent, ben ça devient plus facile d'avoir encore de l'argent, right? Donc, c'est comme, il faut aller sur la rue, puis dès que tu es sur la rue, ben tu es là. Donc, je pense que d'avoir la persévérance, de continuer à essayer et d'obtenir le premier grand financement, mais ça, c'est le plus grand défi que moi, j'ai vécu. Moi, je peux ajouter quelque chose. C'est peut-être pas le plus grand défi, mais j'arrive pas à trouver le plus grand défi. Mais je pense que le déménagement, c'était pas juste un défi, c'était autre chose. Mais je pense que pour moi, un défi vraiment important, c'est un défi quotidien. C'est cette balance-là entre tout ce qu'on veut faire puis tout ce qu'on veut réaliser. Puis mettre ça en équilibre avec la famille, le mari qui veut un souper. Moi aussi, j'en ai un comme ça. Je fais souvent des farces. Il faut nourrir mon homme. Bien, ça fait partie de mes responsabilités. Puis mais j'en fais moins d'autres choses. Donc, c'est tout cet équilibre-là à garder. Puis je pense que ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'il ne faut pas se sentir coupable. Il ne faut pas se sentir coupable de ne pas être toujours à la hauteur. Puis il faut y aller avec ce qu'on a dans le moment présent. Et puis, tu sais, les enfants, à un moment donné, sont élevés, ils n'ont pas toujours besoin de nous. Puis, le mari pourra s'organiser à un moment donné. Se garder la tête dans le positif. Oui, mais aussi, c'est ça. D'avoir à gérer ça dans toute ma carrière, ça a évolué, là, mais c'est toujours... puis aussi prendre soin de soi, là, comme plusieurs l'ont mentionné, de garder cet équilibre-là. C'est un équilibre qui est fragile quand même avec tout ce qu'on veut accomplir. Et puis, c'est un champ de recherche, un poste demandant là, quand même. Oui, certain. Je m'identifie tout à fait à cette problématique. Oui. Oui, je dirais que le mien, ça serait l'adaptabilité. En étant mère, surtout, là, mon plus jeune a commencé la garderie au mois d'août et il n'y a pas eu une semaine où j'ai dû aller le chercher à la garderie parce qu'il y avait un virus ou un bobo. Donc, presque à chaque jour, je dois réorganiser mes priorités, mon horaire, puis mes attentes sont jamais rencontrées. Donc, je pense que de garder cette flexibilité-là, de ne pas être trop rigide, puis de se mettre des attentes réalistes, c'est vraiment ce qui nous aide à avancer au quotidien, mais de toujours pouvoir me revirer sur un 10 sous, puis changer mes priorités, changer ce que je fais, c'est ce qui m'aide à avancer, puis à concilier cet équilibre qui est si fragile entre le travail et la famille. Puis pas se laisser paralyser par oui, ces changements. C'est facile de se décourager. Au jour le jour, je comprends. Merci pour vos réponses. Excuse-moi de t'avoir fait attendre aussi longtemps. Je te laisse la parole. D'abord, merci beaucoup pour les présentations. Le mot « inspirant » ne suffit pas à décrire ce que vous nous avez partagé. Moi, j'ai travaillé dans une autre institution où il y avait 8 grands axes de recherche. Un seul, au moment où j'étais là, qui était dirigé par une femme, qui était ma patronne. Et puis, je l'ai vu, moi, adopter dans des grandes tables de comité, des conférences, un comportement différent, tough, assez bloqué sur les émotions, très confiante, un peu à l'inverse de sa personnalité réelle. Je la voyais changer son comportement. L'espèce de stéréotype du pitbull, dans le fond. Puis je me demandais si c'était quelque chose que vous avez vécu, quelque chose qui est en train de changer peut-être, ou si c'est comme un outil, ou en fait c'est quelque chose qu'on s'impose parce qu'il ne faut pas montrer de faiblesse, ou il ne faut pas justement montrer des émotions parce que là, ça nous fait paraître comme émotive ou des choses comme ça. Moi, j'ai vu ça chez une de mes collègues qui était résidente en urologie. C'est une des premières résidentes en urologie. Ça, c'est un traditionnel homme comme profession. Et puis, elle était dure comme ça. Je me souviens, on était dans un party, puis elle avait pris le téléphone, puis elle avait dit « Écoutez-moi bien, garde, y a-tu un médecin au chevet de chacun des patients dans l'urgence? Non, bien, il n'y en aura pas un plus. » Moi, j'avais trouvé ça épouvantable. Alors, j'ai jamais fait ça. Je trouve que c'est tout à fait inapproprié. On reste nous-mêmes tout le temps. Je pense qu'on a peut-être... C'est important d'avoir une attitude
on est sûr de nous là, quand on lit, puis tout ça, mais moi, je ne suis pas gênée de dire « je ne sais pas ». Je pense qu'il faut garder cette humilité-là. On n'en est que plus respecté, je pense. Merci. Ah, puis on fait en parallèle aussi les questions qui sont par Zoom, justement. Oui, alors merci beaucoup pour toutes vos présentations très inspirantes. On va finir la période de questions sur une question justement en ligne. Et donc, il y a un spectateur ou une spectatrice qui nous dit « Merci pour ces talks inspirants. J'aurais une question générale pour toutes les intervenantes. Ressentez-vous la nécessité de devoir vaincre les clichés de genre auprès de vos étudiants ?» Et en exemple, la personne donne recrutement, manque de confiance, plus important pour les étudiantes, etc. Grande question. Moi, je trouve pas. Je trouve que la nouvelle génération, là, les jeunes qui arrivent, je vois pas ça. Ce que je vois, les gens se présentent bien. Ce que je vois, c'est ce sentiment d'imposteur-là. Je l'entends tout le temps. Je ne l'ai pas mérité. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça. Je ne me sens pas à la hauteur. Ça, je trouve ça prévalent. Mais je vois... C'est peut-être un peu relié dans le sens qu'ils sentent, mais ils ne projettent pas l'image qu'ils sont incompétents, mais ils se sentent incompétentes. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui... Je ne suis pas certaine de bien saisir la question. Mais en termes de stéréotypes de genre, c'est pas... Bon, c'est sûr que en faisant partie de la communauté LGBT, on dirait que déjà, je sors d'un certain carcan. Mais, tu sais, je pense que d'être à l'écoute de chaque individu et de valider son parcours passé et futur, là, c'est la clé, peu importe le genre de la personne. Je pense que aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des gens qui ont des passions, qui sont aussi très fragiles. Le syndrome de l'imposteur, c'est vrai que c'est très présent, puis qui vivent beaucoup d'anxiété, de performance. Puis ça, c'est au-delà du genre. Je pense que de ce que je vois, les filles en parlent plus que les gars, mais je ne suis pas certaine que ce soit tant différent. Donc, moi, j'essaie d'accompagner chaque individu, puis de donner confiance au meilleur de mes capacités, mais je souffre moi-même du syndrome de l'imposteur. Puis, tu sais, c'est un des autres défis que j'aurais pu nommer, là, mais c'est au quotidien, ce sentiment-là. Puis, ce qui fait la différence, c'est d'avoir des mentors qui nous donnent confiance. Donc, moi, je vais essayer d'être cette personne-là pour les autres, peu importe le genre de la personne. Pour suivre avec ça, est-ce que vous pensez que le syndrome d'imposteur, est-ce que vous voyez que ça a augmenté depuis la COVID, depuis qu'on s'est tous un peu isolés pendant, je sais pas, une ou 2 années et que vous avez besoin de un peu travailler avec vos étudiants sur cette confiance-là qu'ils ont, parce que peut-être qu'il manque un peu de ce sentiment d'appartenance dans le domaine dans lequel ils étudient? Moi, personnellement, je ne trouve pas. Il y a d'autres problèmes reliés à la pandémie réelle, là. Mais ça, je pense que c'est un problème qui antécédait. Moi, c'est peut-être plus révélé par les femmes que les hommes. Peut-être que les hommes le souffrent autant, puis on le voit moins, mais moi, je n'ai pas remarqué ça. OK. Je ne sais pas. Moi non plus. Non. Je pense que la pandémie a changé le rythme de travail. Je pense qu'on s'en met beaucoup plus sur les épaules au quotidien. Le fait de ne pas avoir de pause entre les réunions Zoom, ou de pouvoir tout faire en tout temps, je pense que c'est ça qui a vraiment changé. Là. Je ne suis pas certaine que c'est le sentiment ou le syndrome d'imposteur, mais c'est la barre est plus haute. Je pense que la barre est plus haute, on se met plus d'objectifs par jour parce que c'est plus facile de faire plein de choses. Je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Par contre, moi, j'ai remarqué que oui, sur un aspect précis, puis mon étudiante Thalie ici est bien placée pour m'en parler, sur un bac de 3 ans qui contient déjà très peu de travaux pratiques, quand l'étudiant arrive à son stage de bac en vrai, il ne sait rien faire techniquement parce qu'ils font des laboratoires depuis le début de la pandémie sur Internet.
Donc, oui, ils se sentent comme des imposteurs en labo parce qu'ils ont tout appris en théorie, mais ils arrivent après, ils ne sont pas capables de tenir une pipette ou ils ne sont pas capables de faire un test ELISA, faire un Western blot, alors qu'ils l'ont vu en théorie, mais ils ne l'ont jamais pratiqué en pratique. Fait que oui, là-dessus, je pense qu'ils se sentent, en recherche fondamentale du moins, ils se sentent un peu imposteurs parce qu'ils n'ont pas pu interagir pour vrai avec la recherche fondamentale. Merci. Donc, je souhaite tous vous remercier pour votre participation et, à ce séminaire et aussi les conférencières pour votre implication dans le projet. Donc, on espère vous revoir, bien sûr, chacun et chacune d'entre vous l'année prochaine dans les conférences qu'on va refaire. Et puis, un petit dernier mot pour terminer. J'aimerais qu'on applaudisse le vice-décanat à la recherche et au développement, ainsi que l'équipe organisatrice qui ont tout donné vraiment pour qu'on s'assure du bon déroulement de ces 2 journées de conférences. Et aussi les bénévoles qui ont porté leur aide. Donc, si on peut juste donner Bonne journée.